Attention. Ce podcast n'est pas un podcast sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Écran Splitté. Je suis Jérém en compagnie de Stevies. Comment vas-tu Stevies? Salut tout le monde, ben ça va super bien et toi? Ben ça va très très bien. Bonne année à tous. Encore une fois. Eh ben, tout le monde dit, mais on est jusqu'au 31 janvier, on peut. C'est vrai, ouais, mais là, quand l'épisode sortira, on sera déjà en février. Ça marchera plus. Parce que, on enregistre. On enregistre le 31 janvier. J'aime bien dire à chaque fois quelle date on enregistre pour situer les gens. Et... Oui, bah oui. Et pour qu'ils disent pas, mais vous avez pas parlé de ça, pourtant, la Switch 2, elle est sortie. Oui, mais on l'a pas appris le jour où on a enregistré. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits décalages. Bah oui, donc tu m'as dit que tu allais bien, c'est ça? Tout oui, au top. Oui, et toi, eh ben, très très bien. J'étais à Disney cette semaine. Il y avait du monde. Tu as été voir Mickey. J'étais voir Mickey, ouais. Tu lui as donné de l'argent. Je lui ai donné de l'argent. Ouais, directement, c'est ça. C'est ça. Tiens, Mickey. Ah, bonjour Jérémy. Miska. Mickey, ton fric. Ça commence mal. Ouais. Donc voilà, je n'ai plus d'argent, je suis à la rue. Ah. Est-ce que tu veux bien m'héberger un petit peu? Voilà, on bon, est trois, écoutez, on va faire un Kickstarter. Ouais. C'est pas pour la Play 5 cette fois. Et avec le surplus, t'auras ta Play 5. À noter que techniquement, j'ai une Play 5 à la maison maintenant. Hein. Oh, ouais. Incroyable. Comment ça? Ben, mon fils s'en est acheté une avec son argent de poche. Mais je te crois pas. Si. Ah putain, il a devancé le papa. Ouais, il en a une. Mais elle reste dans sa chambre donc. Ah mince. Je lui ai dit quand est-ce que tu pars en vacances ou tu vas au ski que. Mais les rôles sont en train de s'inverser, j'ai l'impression, c'est incroyable. Ouais, bah oui, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il a pris comme Play 5? Une Play 5 à 1000 balles ou une Play 5 non, à 500 balles? Non, il a pris la Slim, avec le lecteur. Avec lecteur, oui, bah oui, de toute façon. Ah, il le voulait impérativement. Non, mais bien sûr. Je lui ai dit, en plus, si tu veux regarder des films et tout, ça sera beaucoup plus pratique. Donc, il s'est pris ça. Un jour, on fera peut-être un débat sur le démat. Oui, ouais. Il y a de quoi dire. Peut-être même tout à l'heure, d'ailleurs. Bref, ben voilà, merci à tout le monde de nous écouter. Et j'en profite donc pour vous dire que on a un compte X et un compte Insta qui s'appelle Écran Splitté, comme sur la petite vignette que vous voyez. Mm-hmm. Et surtout, voilà, j'oublie de le dire, je dis pas à chaque fois, mais notez-nous. C'est ce qui nous donne le plus de visibilité en fait. C'est ce qui donne le plus de visibilité pour les gens qui font des podcasts. Donc si vous aimez un podcast, pas forcément le nôtre, hein, mais notez-le, mettez 5 étoiles parce un commentaire si possible. Et aussi. Un commentaire. Ça aide beaucoup au référencement. Hein. Commentaire, ça aide au référencement. Donc commentaire et 5 étoiles. On peut mettre des étoiles maintenant sur Spotify et on peut commenter chaque épisode sur Spotify aussi apparemment. Et pour ceux qui n'ont pas entendu dans les précédents épisodes, sur Apple Podcast, moi je mets tout ce dont on parle pendant un épisode. Donc si vous avez Apple Podcast, et je suis désolé, ça marche pas sur les autres applis, mais voilà, là c'est que sur Apple Podcast, vous pouvez voir tout ce dont on parle. Après, si vous voulez une liste ou quelque chose comme ça, faites-nous le savoir, voilà. Et nous, on la mettra sur Instagram ou sur Twitter ou. Après, tu t'écris quand même tout ce qu'il y a sur les applis de podcast, hein, sur PodCloud et tout. Hein. Il me semble que tu mets vraiment ce qu'il y a. Non, je mets juste les. Oui, il y a pas le timecode quoi. Il y a pas le timecode. Ah mais je mets pas tout hein. Ah si, je le mets mais en hashtag là. Ouais. Ouais, OK. Oui, c'est vrai. Aussi. C'est vrai que si vous regardez peut-être dans des applis il y a les je sais pas comment on appelle ça. Parce que alors je vais vous expliquer comment ça marche un podcast. Donc on a un hébergeur de podcast qu'on rémunère pour ça. Et donc c'est là-dessus qu'on met toutes les infos de l'épisode et après tout est dispatché partout. Et dans les infos que je dois mettre, il me demande de mettre des références en fait, donc des hashtag jeux vidéo, hashtag la dernière fois on a parlé Mission Impossible, donc j'ai mis hashtag Mission Impossible. Et donc, c'est peut-être comme ça aussi que vous pouvez voir de quoi on parle, parce que c'est vrai que je mets tout ce dont on parle en référence comme ça. Donc je sais pas si ça apparaît sur les applis de podcast, j'ai jamais fait attention à ça. Je ne sais pas effectivement. Mais je suppose que oui. Mais sur PodCloud et compagnie, oui, il y a tout qui est écrit là. Okay. Des fois ça me permet de retrouver. Ah mais il me semble qu'on en avait parlé dans quel épisode? J'ai retrouvé un truc d'ailleurs. D'accord. Pour cet épisode-là, on y reviendra plus tard. On est des novices. Hein. Pardonnez-nous. ça fait 6 mois. C'est pas non plus. Donc voilà. Ok. Donc les 5 étoiles, on a tout dit, voilà. Mais surtout 5 étoiles et les commentaires. Et puis c'est toujours intéressant de lire des commentaires. Oui. Donc, allez-y. Et ensuite, Écran Splitté, c'est quoi?
Bah donc c'est un podcast qui parle de jeux vidéo et de cinéma surtout, mais de tout un tas de trucs qui tournent autour de la pop culture. Et on fait ça en 3 parties. On a une partie news, on va parler des news principalement de jeux vidéo, mais aussi de films et des fois de musique si on a des news dessus, sur ce qui nous intéresse évidemment. Sur ce qui nous intéresse, voilà. C'est ce que j'allais dire, oui. On a un thème. En l'occurrence, cette semaine, le thème, c'est, pour l'épisode 13... Le chiffre 13. Exactement. Hein, en écho à l'épisode 7, le chiffre 7. Hein. Voilà. On reprend un petit peu la même base, le même principe. Oui, c'est à peu près pareil. Hein. Et une dernière partie qui s'appelle « Quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille », où là, on parle de ce qu'on a fait, ce à quoi on a joué, ce qu'on a vu, et tout, etc. Donc, voilà, dans cette dernière partie, on parle de ça. Voilà, les 2 dernières semaines. Les 2 dernières semaines, effectivement, de podcast en podcast. Donc je te propose tout de suite d'enchaîner sur la partie news. Oui, pas de problème. Eh ben c'est parti, petit jingle. It's me. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. I have good news for you. Nous revoilà après ce petit jingle. Donc dans la partie news, et c'est toi qui vas entamer les hostilités. Oui, tout à fait. Alors je vais commencer avec la Xbox Developer Direct qui a eu lieu le 23 janvier. Donc c'est une petite conférence, c'est ça ? Oui, c'est une petite conférence où ils ont annoncé quelques sorties de jeux, enfin surtout quelques dates de sortie, parce que les jeux avaient déjà été quasiment tous annoncés, il me semble. Hein. Donc nous avons eu Doom the Dark Ages. Donc là, le préquel de Doom 2016. C'est ça, tout à fait, qui se passe avant, qui a une ambiance un peu plus dark fantasy d'ailleurs. Ça a l'air Doom chez les chevaliers. Quoi. Ouais, mais ça a l'air super beau et super intéressant. Alors, j'entends tout le temps parler de Doom tout le temps. Toi, t'aimes pas les fast FPS déjà. Les fast FPS, mais il a l'air bien sanglant et bien violent et. Mais déjà Doom 2016 et. C'est ça. Et sa suite Doom Eternal. Doom Eternal, ouais. Doom 2016 que j'ai fait, mais la suite je l'avais pas faite. Et celui-là, The Dark Ages a l'air super bien aussi. De toute façon, j'entends que des éloges sur Doom depuis 2016, donc pourquoi pas. Mais ouais, c'est vrai que j'ai un peu essayé Doom 2016 et je crois que j'avais pas compris. Moi, à l'époque, donc j'ai joué en 2016-17, et je crois que j'avais pas compris que c'était un fast FPS. Donc j'ai essayé de jouer à Doom comme je joue à Call of. Ah oui. Et je me faisais rétamer. J'essayais de me planquer, machin, pas moyen. Et du coup, peut-être trop de teubé, j'ai arrêté. Non, parce qu'en fait, ouais, t'es récompensé pour la rapidité d'exécution. Il faut que tu fonces sur les ennemis, il faut que tu... J'ai compris ça trop tard et ça m'avait saoulé et j'ai arrêté. Et je pense que si je le refais maintenant, j'essaierai d'aller un peu plus loin et de m'y mettre un peu plus en profondeur dedans et peut-être de faire quelque chose du jeu, quoi, mais... Ah, c'est dommage parce que il est super bien, c'est ce que je disais, c'est nerveux, la bande son est génial, je dirais, c'est une sorte de heavy metal avec des ambiances sonores un peu particulières et tout, c'est pas mal du tout. Et donc ce Doom the Dark Ages sort le 15 mai 2025. Ouais, donc c'est proche. Hein. Donc ouais, c'est proche et j'attends de voir avec impatience ce que ça donnera. D'accord. Alors, ils ont annoncé aussi South of Midnight. Toi, tu pourras peut-être en dire plus que je ne connais pas assez. Écoute, moi, je t'avoue, j'ai pas regardé la conférence Xbox là, mais j'avais vu des images de South of Midnight quand ils l'ont annoncé au truc en juin là, Summer Game Fest. Voilà. Ouais, la DA a l'air assez originale. Donc à voir, et puis dans les marécages comme ça peut être sympa, une autre ambiance, donc à voir ce que ça donne, mais je me suis pas trop intéressé au jeu. Là, j'en attends plus, j'attends de voir qu'il sorte et puis voir ce qu'il y a comme retour dessus. Et il sort le 8 avril justement. D'accord. Donc, ça aussi c'est dans pas si longtemps. Hein. Ok. Après, on a eu droit à une autre petite bande-annonce de Clair Obscur Expédition 33. Ah, ouais. Alors, je regarde plus de bande-annonce, plus rien sur ce jeu. J'ai regardé quand même celle-ci qui confirme que c'est magnifique. Ah, voilà. Et que c'est précommandé déjà. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Et parce que ça sort le 24 avril. J'espère que ça sera pas un pétard mouillé. J'espère aussi. Oh là là, j'espère tellement. J'ai peur, mais j'espère que maintenant que Xbox voit l'engouement, peut-être injecte encore plus d'argent chez ses développeurs pour je sais pas. Après ça sort dans pas longtemps alors même s'ils injectent de l'argent maintenant. Je sais, mais il y a peut-être moyen de peaufiner, je sais pas, faire du crunch, on aime bien le crunch. Ah oui, je pense que eux ils aiment bien aussi d'ailleurs. Ils adorent effectivement. Mais est-ce que tu as vu cette histoire de collector? J'en ai entendu parler, alors j'attends, on sait jamais parce que oui, effectivement le collector ne sortira pas en France. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Ils ont pas dit qu'il sortirait pas en France, c'est juste qu'on peut pas le précommander pour la France. Ce qui serait bizarre. Ce qui serait bizarre parce que jeu français, développeur français, éditeur français, enfin tout.
Tout est français. Oui, donc ça serait con de pas avoir un collector pour les Français. C'est ça, exactement. Ça serait bien dommage. On en saura peut-être plus d'ici on verra. un mois ou deux. On verra. Donc on va passer à la suite. Ninja Gaiden 4 aussi a été annoncé. Après, je suis pas un grand familier de cette série, j'ai déjà essayé, mais c'est ultra dur. Moi, j'avais le 2 sur Xbox. Ouais. Et j'ai joué 10 minutes. J'étais jeune. C'était trop dur, genre j'arrivais pas, je comprenais rien. Ouais, bah oui, c'est peut-être que maintenant, j'y arriverai mieux, mais apparemment, j'entends tout le monde dire que c'est ultra dur, alors... Ouais, donc ça c'est pour les ceux qui aiment bien se torturer un petit peu, je pense. C'est ça. Et ils ont aussi annoncé Ninja Gaiden 2 Black. Ouais, bah voilà. Qui est sorti directement d'ailleurs. Hein. Oui, ouais, et un petit shadow drop de leur part. Qui fait toujours plaisir. Bah, voilà. C'est toujours bien. Par contre, pour un remaster ou quelque chose comme ça, un jeu qui date de je sais plus quelle année, donc de 2007 peut-être, 2008, quelque chose dans le genre. Ouais, ça devait être dans les environs là, je crois. Payer ça, je crois que c'est 40 ou 50 balles. Ah oui. Ouais. Ah d'accord, ouais, j'ai pas assez cher. Hein. Je connais pas le prix, mais effectivement, c'est un peu cher. Pour un vieux jeu, c'est assez cher. Alors j'ai pas vu d'image, je sais pas s'ils ont fait un beau remake ou un remaster, mais je trouve ça cher quand même. Ouais, apparemment ils ont utilisé l'Unreal Engine 5 pour améliorer le jeu. Ok, oui, donc voilà, peut-être que effectivement c'est plus beau. Je pourrais pas t'en dire plus non plus. Peut-être. J'ai pas vu d'image, rien du tout. J'avoue que cette conférence, Xbox, je suis plus trop les news de leur part. Non, moi, je suis sélectif. Je regarde seulement pour ce qui m'intéresse vraiment à Ninja Gaiden. C'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Donc c'est vrai que j'ai surtout regardé celle de Clair Obscur et de Doom. Mais le reste, voilà. C'est un peu passé à la trappe. Ouais. Et on peut passer à la suite. Donc ça sera une news de ma part, une news Xbox. Tiens donc, on reste dans le même domaine. Bah, Xbox PS5 aussi. Pourquoi ? Parce que hier, Microsoft a annoncé que leur jeu de voiture phare, sans mauvais jeu de mots, Forza Horizon 5, sort sur PlayStation 5. Eh ben... Donc, la saga Forza Horizon, c'est ma saga de bagnole préférée. À l'époque, c'était Need for Speed et ils sont passés par là et je trouve que ce qu'ils ont fait avec Forza Horizon, mais c'est top. C'est génial. Depuis le premier. L'ambiance du premier, moi, je me rappelle de la première fois où j'ai joué au premier Forza Horizon, donc sur 360. J'étais comme un fou et c'est ce souvenir t'as une Dodge Viper jaune avec des bandes noires et tu dévales une montagne du Colorado, c'est magnifique. Tu vas vers le festival, la musique et tout, c'était top. Et depuis, je ne rate aucun Forza Horizon. Puis ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ils sont à la pointe de la technologie niveau bagnole, c'est un truc de fou. Et même déjà le premier sur Xbox 360, je le trouvais magnifique et encore maintenant le 5, c'est un bijou. Et il est sorti le 9 novembre 2021. Hein. Le jeu a déjà 4 ans, un peu plus de 4 ans. Le 5 ? Le 5, ah ouais. On dirait pas plus récent que ça, tu vois. Eh non, il a 4 ans. Ouais. Et on attend le 6 avec impatience. Faites quelque chose, Playground, parce que je veux Forza 6. Mais oui. Donc Forza Horizon sur PS5, c'est parfait pour les gens qui ne jouent que sur PlayStation. Mais en même temps, c'est la console actuelle la plus vendue de cette génération. Hein. Donc, oui, allez-y. Si vous aimez les jeux de voiture, mais essayez Forza Horizon et vous allez dire « Gran Turismo, mais c'est quoi ce truc ?» Alors, c'est pas de la simulation, hein, par contre. Non, c'est pas de la simulation. Du tout. Ils ont Forza Motorsport côté simulation hein, chez Microsoft, et Forza Horizon c'est plus. Alors, c'est pas arcade non plus. C'est pas arcade non plus. C'est entre les deux en fait. Et c'est ça qui est vachement bien dans Forza, c'est que tu peux tout régler toi-même. Tu peux te faire ton jeu d'arcade. Ta voiture se cassera pas. Elle va limite tourner toute seule dans les virages. Il y a pas de souci. Mais par contre, tu peux tout régler pour toi, selon ta façon de conduire, et tu peux presque transformer ça en simulation. Ouais. Et, c'est très bien pour ceux qui sont pas adeptes des simulations. C'est pas justement, je n'aime pas les jeux typés simulation de voiture. Je préfère ce qui est arcade. Et effectivement, Forza Horizon, j'ai trouvé ça super bien. Mais oui. Ça, c'est adapté à tout le monde. Alors, t'as 900 bagnoles dedans. Alors payantes, hein. Il y en a beaucoup qui sont payantes. Hein. Mais t'as 900 bagnoles et t'as des voitures différentes, t'as des buggy, tu peux avoir une Lamborghini, tu peux avoir des voitures de rallye. Et
les voitures de rallye, c'est top. Moi, j'adore. Quand t'es dans une montagne, que t'as du gravier par terre et que tu fais des dérapages en descendant et tout, bah c'est génial. C'est trop bien. Et t'as de courses différentes. Non, c'est super cool. Franchement, c'est le bon mix entre simulation et arcade. Moi, c'est mon jeu de bagnole préféré. Et ben les possesseurs de PlayStation 5 vont pouvoir s'y adonner. C'est ça. Du coup, et tant mieux. Au printemps. Donc dès mars, surveillez. De toute façon, je le redirai quand il sortira. Je donnerai la date de sortie si on en a une. Mais oui, allez-y. Mais alors, que penser de tous ces jeux Xbox, Microsoft qui sortent sur consoles concurrentes? Mais c'est très très bien. Parce qu'il me semble que ils veulent les sortir de plus en plus sur tous les supports. Bah, ils ont déjà sorti Sea of Thieves. Oui. Sur PlayStation. Qui est excellent. Qui est excellent aussi, hein, donc pareil. Hein, qui est un des meilleurs jeux multijoueurs auxquels j'ai joué. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc si vous avez si vous hésitez à jouer à Sea of Thieves et que vous avez une PS5, mais allez-y parce que déjà le jeu est magnifique. Et en plus, mais c'est un micro, des potes et tu passes une super bonne soirée. Ouais. Ou pas. Des fois, tu vas passer des soirées de merde. Oui. Des fois, tu vas passer... tu te fais pourrir ta partie. Tu te fais pourrir ta partie et tu rage quit et tu dis plus jamais jouer à ce jeu et le lendemain, hey, les potes, on retourne sur le bateau. Ah, bah oui. C'est exactement ça. Mais ouais, mon petit aparté Sea of Thieves. Mais ouais, non, Sea of Thieves, c'est génial. Et le fait que Xbox sorte leur jeu sur d'autres consoles, mais c'est un peu ce qu'on veut, en fait. Oui, bah oui. Ils ont annoncé d'ailleurs qu'ils donneraient tout leur support pour la Switch 2. Ils ont déjà d'ores et déjà dit, on prévoit des jeux, de porter des jeux dessus. Donc, voilà, mais je pense que c'est le meilleur move, en fait. Parce que je crois que c'est comme ça qu'ils doivent se faire le plus d'argent. En fait, c'est ça. De toute façon, les jeux sont de plus en plus chers. On n'est pas les seuls à le dire, hein, de toute façon, dans tous les podcasts que j'écoute, tout le monde dit ça. Mais oui, les jeux sont de plus en plus chers et au bout d'un moment, tu peux pas avoir une seule console sur laquelle tu vends. Alors oui, si effectivement, t'as God of War sur PlayStation, tu vends 23 millions d'unités d'un jeu, oui, ok, mais si les gens, enfin, si tu l'avais aussi sorti sur Xbox, tu aurais peut-être vendu 40 millions d'unités, 45, je sais pas, donc pourquoi pas, ça te fait, je pense que ça doit coûter peut-être plus cher de sortir ça sur plusieurs supports, et encore, je pense qu'il y a pas de trop grande différence technique entre les supports maintenant. Il doit y en avoir un peu moins. Ça, voilà, ouais. Mais j'y connais rien, donc je peux pas te dire. Pareil, mais je suppose que oui, ça doit pas être. Si les jeux sortent sur plusieurs supports, les jeux pas exclus, hein, je veux dire. Oui. Ça veut dire que c'est pas si difficile et pas si cher. Sinon, t'aurais que des exclus partout. Donc ouais, enfin, sortez les jeux partout. Les gens ont pas forcément les moyens d'acheter plusieurs consoles, c'est ça. Hein. Surtout vu le prix qu'elle coûte maintenant. Mais oui, en plus, à 1000 balles la console. Ouais, voilà. 1500 balles si tu veux les deux. Ouais, c'est c'est énorme. C'est ouf, non, franchement. Donc ouais, moi je suis pour. Ah, moi aussi, totalement. C'est ce qu'on veut. Voilà. Exactement. Dites-nous si vous êtes d'accord. Twitter, Insta. En commentaire, on vous répondra. Ensuite, autre news mise à jour. Mise à jour de No Man's Sky. On en a parlé il y a pas longtemps de No Man's Sky et de la mise à jour Worlds. Et là, donc c'était Worlds Part 1, hein, et là ils ont sorti la mise à jour Worlds Part 2. D'ailleurs, petit aparté encore une fois, on a parlé de No Man's Sky tout court dans notre épisode 5, hein, sur la tête dans les étoiles. Effectivement, c'est vrai. Donc allez-y, écoutez l'épisode 5 et revenez maintenant écouter la suite ici. Non mais pour dire No Man's Sky, donc Worlds Part 2, c'est une mise à jour colossale, encore une, qui fait suite donc à une mise à jour colossale. Enfin Hello Games, donc ceux qui développent le jeu, mais vous avez toute ma reconnaissance parce que la reconnaissance éternelle. Mais oui, vous avez ma reconnaissance éternelle. Mais complètement, hein, parce que sortir des mises à jour 9 ans après comme ça, c'est ouf et gratuite parce que c'est une mise à jour gratuite. Continuer de proposer des mises à jour importantes et gratuites, c'est ça qui est fort. C'est un truc de fou, franchement. Et alors que eux pourraient les faire payantes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est bon, on a compris. Vous vous êtes rachetés, il y a pas de souci. Gagnez de l'argent, s'il vous plaît. Eux, le mea culpa, il va jusqu'au bout. Hein, mais oui, c'est ça. S'il vous plaît, gagnez de l'argent. En fait, dans 20 ans, on sera encore dessus. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour? Une physique de l'eau améliorée. Donc, j'ai pas encore vu ce que ça donnait, mais je vais y retourner bientôt de toute façon. Ils ont rajouté des planètes géantes et gazeuses.
Ça doit être trop cool de voir une planète immense et d'aller dedans et de voir des nuages et tout. Enfin, ça doit être trop trop bien. Ils ont aussi fait des nouveaux horizons, des nouveaux climats en fait. Donc t'as des gros déserts géants, des choses comme ça où il fait super chaud, où t'as des nouvelles plantes qui s'habituent à la chaleur. Enfin, bon, voilà, des trucs comme ça. T'as des montagnes aussi, donc t'as des grosses montagnes maintenant. Il y a des vagues aussi géantes avec l'eau, hein. Des vagues qui peuvent être énormes sur des planètes. Et ils ont fait des océans aussi, des océans, mais des océans profonds que tu peux voir à la Subnautica en fait. Ça, c'est excellent. Ça a l'air ouf, je sais pas. Alors sur le papier comme ça, j'ai pas essayé, mais je pense qu'à mon avis, là, ils ont fait une promesse et ils la tiennent. Je pense qu'ils vont plus faire le fiasco de 2016. Donc j'ai hâte d'y retourner sur le jeu. Par contre, il faut que je change de PC pour y jouer maintenant. Parce que j'ai essayé vite fait pour la Worlds et le PC ramait déjà. Je dis ça, c'est sur PC. Hein. Sur console, je suppose que sur PS5, ça va être optimisé et à mon avis, il n'y a pas de souci. T'as quelque chose à dire sur No Man's Sky ou... Non, je n'y ai toujours pas touché, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un gouffre en temps. Ouais, c'est ça. Et ça me fout le vertige, j'ai rien que d'y penser si je devais m'y mettre maintenant, mais... Oui, je pense, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Oui. De toute façon, c'est un jeu infini, pour dire, t'as quand même une histoire, mais oui, si tu veux t'y mettre, enfin, à mon avis, si tu regardes les reviews Steam, t'as des mecs qui sont à des milliers d'heures dessus, hein, je suppose. Donc c'est bon pour No Man's Sky, on va parler de la dernière news. Une petite newsette vite fait. On en a déjà parlé aussi. C'est le jeu Split Fiction, donc le dernier jeu de Joseph Fares. Joseph Fares, c'est celui qui a fait A Way Out, mais surtout It Takes Two, qui est le jeu de l'année 2010. Je sais plus non plus. J'ai un trou de mémoire. Oui, vainqueur des Game Awards. 2021, je crois. Ouais, c'est fort possible. Et donc j'attends je l'ai dit, hein, mais tous les deux, on attend son prochain jeu avec impatience parce que il promet d'être fun. Encore une fois, jeu multi, exclusivement. Jouable à deux. Trouvez-vous un pote. Achetez le jeu en un seul exemplaire. Oui, parce qu'ils feront sans doute la même chose. Il y a le pass ami, oui, on l'a dit la dernière fois. On en avait parlé. Donc voilà, le jeu est passé gold. Passé gold, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon, il est fini. C'est sûr et certain qu'il est fini. Là, il est en usine pour être imprimé et gravé sur les galettes qui vont venir dans nos petits magasins. En parlant de magasins, on a appris que un magasin près de chez nous de jeux vidéo dans lequel on a passé notre enfance à acheter des jeux va fermer. Oui. Après au moins 30 ans d'existence. Oui, le message Facebook a été posté en plus, il y a 1 ou 2 jours. Il y a 1 ou 2 jours, ouais, c'est ça. Donc on veut en parler parce que ça nous a attristés. Ouais, la fin d'une époque. La fin d'une époque, c'est ça. Et j'ai entendu dire que de plus en plus de magasins comme ça, de jeux vidéo, fermés les uns après les autres. Même Micromania, qui est le représentant des magasins de jeux, même si nous on n'est pas forcément fans de Micromania, mais même eux ont eu des tracas et des soucis financiers. Pourquoi? Le démat. Le démat. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Oui. Mais pas que, parce que hormis le démat, il y a les plateformes en ligne, Amazon, Fnac. Bon, Fnac reste une entreprise française qui existe vraiment, qui a des boutiques, mais c'est tellement plus facile à l'heure actuelle de commander et puis de recevoir à la maison que c'est tellement plus facile de commander comme ça, de recevoir à la maison, et c'est tellement plus facile d'aller au Leclerc le jour de la sortie d'un jeu et de le payer 20 balles de moins que le prix normal. Oui, alors on sait bien que c'est parce que les grandes surfaces comme ça ne comptent pas sur les jeux pour se refaire déjà en fait. Et puis elles ont des plateformes d'achat en fait, donc elles ont des fournisseurs qui fournissent les jeux au prix moins cher. Le petit magasin de quartier qui va vendre, qui va acheter genre une palette de jeux. Leclerc, lui, c'est 10 000 palettes qu'il va acheter pour toute la France. Certes, c'est pas pour un seul Leclerc. Mais voilà, du coup, tu dis, je t'achète 10 000 palettes, tu me fais un prix dessus. Normal. Donc c'est triste, c'est la fin d'une époque, et puis, continuez à acheter vos jeux, s'il vous plaît, en physique. Ouais, oui, de préférence. Moi, je me bats toujours pour le physique. C'est ça. Alors, c'est très hypocrite de ma part, hein, parce que je suis sur PC, j'ai Steam, et c'est pas Steam en un mot, hein, c'est j'ai la plateforme Steam, et effectivement là, beaucoup de jeux je les achète en démat parce que c'est le seul moyen. De toute façon maintenant c'est Steam quoi. J'en avais déjà parlé, j'avais acheté ma collector de Tekken 7 à l'époque, j'avais la boîte et dedans j'avais
un code Steam pour télécharger le jeu. Est-ce que je déteste quand ils font ça, de vendre des collectors ou même des jeux avec un code dans la boîte, mais quel intérêt, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est horrible. Ce qui prouve que faire une boîte ça coûte pas cher et un jeu de toute façon ça ne coûte rien à faire. C'est dérisoire le prix que ça coûte. Non, mais il y en a qui ont poussé justement à ce mode de consommation. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, ouais, aussi pour fixer leur prix, parce que, comment on dit, souvent ils sont plus chers en démat à leur sortie. Hein, je parle. C'est vrai qu'il y a les offres et tout qui sont faites quelques temps après, mais à leur sortie, les jeux sont plus chers en démat qu'en phisique la plupart du temps. De toute façon, tu supprimes le physique, tu supprimes le marché de l'occasion. Donc au bout d'un moment, ça te fait un manque à gagner que tu récupères. Et donc je disais que c'était hypocrite de ma part de dire ça, mais tous mes jeux PlayStation, je ne les achète pas en démat par contre. Dès que j'ai un jeu, toutes mes exclus PlayStation ou tous les jeux où je joue dessus, je les achète en physique. Mais pourquoi ? Parce que déjà parce que ça reste. Ça reste. Je possède le jeu, je l'ai, il est à moi et il sera comme ça, je peux y jouer. Et si les serveurs ferment, je peux quand même jouer à mon jeu. C'est ça, dans 20 ans, si tu as envie de ressortir, je voudrais bien rejouer à ça et tout. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple, encore une fois, bête, mais celui de Silent Hill 2. Tu vois, j'ai voulu te le montrer. Oui. J'ai ressorti ma Play 2, j'ai ressorti mon jeu en disque. Et on a pu y jouer des dizaines d'années après, sans problème, quoi. Est-ce que dans 20 ans, tu pourras jouer à Silent Hill 2 Remake ? Si tu l'as en physique, je pense que oui, quand même. Voilà, si tu l'as en physique. Mais si ceux qui l'ont acheté sur Steam en démat, par exemple. On ne sait pas de quoi l'avenir. Voilà, en démat, mais voilà, je veux dire, par exemple. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais il est fort possible que d'ici là, il y ait un changement dans les serveurs, on voit des jeux des fois qui sont supprimés totalement, même que souvent tu peux garder dans ta bibliothèque. Voilà. Mais que si tu as le malheur de perdre, tu peux plus le retélécharger. Voilà. En théorie, il te laisse le choix de le télécharger, mais il y a des exceptions. Il y a eu des exceptions, les jeux, tu pouvais plus les avoir. Ah voilà, c'est triste quand même. C'est triste. Et ne serait-ce que pour des mots très célèbres comme Pity, par exemple. Voilà, cette célèbre démo de PlayStation 4, le Silent Hills, que Hideo Kojima devait sortir. Elle est introuvable maintenant. Sur ma PlayStation 4. Si tu l'as sur ton disque dur, oui, ça. effectivement, tu peux encore y jouer, mais c'est dommage parce que rien que cette démo là, valait grave le coup, quoi. C'est ça, c'est triste et de toute façon on changera pas le monde et je pense qu'il tend vers le dématérialisé parce que ça profite aux grandes entreprises plus que aux joueurs. La seule méthode, de toute façon, c'est les joueurs qui l'ont entre les mains. C'est eux les maîtres de ça. C'est d'acheter vos jeux en physique et d'acheter des consoles avec le lecteur CD, ou Blu-ray. C'est ça, parce que maintenant ils vendent des consoles sans lecteur parce qu'encore avant la console c'était le moyen d'acheter des jeux en physique. Parce qu'en plus, la console, elle a quoi? Peut-être maintenant, ils ont 1 Tera de mémoire, quoi. Donc, tu peux même pas mettre beaucoup de jeux. À 100 gigas le jeu, tu peux mettre 10 jeux et après, t'en as plus. Donc, puis il faut le télécharger. T'as pas tout le monde qui a la fibre. Bon, de plus en plus quand même maintenant, en 2025. Mais c'est compliqué. C'est compliqué et je pense que bientôt, à mon avis, on tendra vers derrière. Et pas que pour les jeux. Non, pour les pareil pour les films. Je pensais la même chose pour les films. Effectivement, qu'est-ce que c'est bien quand tu dis j'ai envie de regarder le film là, je l'ai dans ma collection. Il est j'ai le Blu-ray. Tu regardes sur tous les sites de streaming, il y en a tellement en plus maintenant. C'est compliqué de s'y retrouver et des fois t'as des films, ils sont trouvables nulle part. C'est ça. C'est ça. Donc si tu l'as dans ta collection, tu peux le regarder. Et tu peux le regarder, tant que tu veux. C'est ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai des jeux, j'en ai, j'ai une grosse collection sur Steam, maintenant. J'ai quelques jeux PS5 et des jeux PS4, machin. Mais par contre, des Blu-ray, j'en ai à foison, en fait. J'ai une collection énorme de Blu-ray et je suis content de pouvoir dire, tiens, je vais regarder ça. Et c'est triste de se dire maintenant, j'ai envie de regarder ça, il est sur Netflix, tu vas sur Netflix, oh putain, ils l'ont enlevé. Ce truc. Et pour l'instant, ils enlèvent des trucs, mais est-ce qu'ils peuvent pas aussi changer des contenus, censurer des choses? Ils le font. Tu vois? Ils le font déjà, hein. Il y a déjà eu des censures faites dans certains films, des passages altérés. Et tout, tu vois? Voilà. Ça, ils le font à l'heure actuelle, hein. Au moins, ton DVD ou ton Blu-ray, il est comme ça. T'as le film dessus, il ne changera jamais. Ne serait-ce que pour des doublages, hein, un truc bête, mais par exemple, les Dents de la Mer. Ils ont changé entièrement le doublage il y a quelques temps. C'est pour des questions de son, effectivement, parce que l'original est en mono. D'accord, oui, ok. C'est compliqué, mais il n'empêche que les sons, même la version française, hein, la version originale est nettement meilleure, en tout cas pour les voix et tout, pour les dialogues, que celle refaite, tu vois. Et c'est totalement dommage, quoi.
effectivement, il vaut mieux voir le film en VO de préférence, mais pour ceux qui sont allergiques à ça, il y en a qui préfèrent voir en français, hein, effectivement. C'est de la nostalgie, en fait. Ah oui, parce que le mec qui a vu Les Dents de la Mer il y a 30 ans et qui veut le revoir, il veut pas peut-être revoir ça avec des nouveaux doubleurs, ça l'intéresse pas. Mais on a tous des exemples, de façon, de films qu'on a vu en français qu'on ne pourrait pas regarder autrement. Je pense, par exemple, à la trilogie Retour vers le futur. Ah, oui, Retour vers le futur, voilà, c'est vrai. C'est vraiment l'exemple type du film. J'ai déjà essayé de le voir en VO, mais j'arrive pas, parce que tellement la VF, on est habitué à ça, elle est excellente. Alors, elle est iconique. Et pour le coup, je suis d'accord. Alors moi qui suis un fervent défenseur de la VO, je suis vraiment contre la VF, mais c'est vrai que Retour vers le futur, je serais incapable de le regarder en VO. C'est la seule trilogie. Pour moi, c'est l'exemple type. J'en ai quelques-uns, des vieux films où j'adore la VF. Mais c'est parce qu'on a baigné dedans aussi. C'est pour ça, voilà, c'est de la nostalgie, de toute façon. Donc voilà, non, c'était juste pour dire un mot, et puis voilà. Mais je suis bien content que t'en parles, parce que moi, effectivement, je suis attaché au physique, mais de tout mon être, quoi. C'est vraiment, c'est un truc. J'achète aussi quelques jeux en démat de temps en temps quand il y a des bonnes promos et tout. Je dirais pas le contraire. Mais je suis pas du genre à dire par fainéantise, je vais prendre en démat parce que j'ai pas envie de me lever, insérer un Blu-ray dans mon truc ou insérer une cartouche dans ma Switch. Non, je m'en fous de ça. Pas feignant à ce point-là de pouvoir se lever de son canapé pour changer le jeu. C'est ça. C'est inconcevable pour moi d'avoir un monde que digit, quoi. Je sais pas. Ouais, on y tend. Ouais, le jour où ça sera que digital, je sais pas si je continuerai autant à consommer de jeux, en fait. Honnêtement, je me pose la question des fois. D'ailleurs, vous pourrez retrouver notre podcast à la Fnac en cassette audio. En cassette audio, c'est pas mal audio, ça. Ouais. Non, ou alors on fait une version Blu-ray avec des photos en fond de petits chats, trucs qui ont rien à voir. Tu sais. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent sur support physique, merci beaucoup. Mais tu peux faire des trucs comme ça, parce que encore un aparté, une petite digression. Je sais pas si tu as vu, ils sortent le documentaire sur Hades. De NoClip sur la création du jeu Hades. D'accord. Ils le sortent en Blu-ray chez Fangamer. Ah, ok. Alors que c'est disponible sur YouTube, hein, ouais. donc pour tout le monde. Mais ils ont compilé tout ça, ils en ont fait un Blu-ray, ils vendent avec la boîte et tout pour ceux qui veulent ça. Et je te dis juste que c'est mon anniv dans un mois. C'est tout. Je ne dis rien d'autre. Voilà. Je pense qu'il envoie un signe là. Ouais. Je suis né le 1er mars. Donc voilà, je voulais juste en parler vite fait. Donc le magasin il s'appelle Golden Game. Donc ceux qui sont du coin et qui connaissent, voilà. Donc ça fermera le 31 mars. Et c'est toute notre jeunesse qui s'en va et qui tourne une page en fait. Oui. C'est d'ailleurs au Golden Game. Bon, je sais pas si quelqu'un du Golden Game m'écoute, mais voilà, c'est quelqu'un de là-bas qui m'a conseillé mon premier God of War à l'époque. Voilà, où j'avais 15 ans. Et je m'en rappelle parfaitement de ce jour. Donc merci, merci et merci pour toutes ces années. Ah oui, c'était beaucoup de souvenirs. J'allais aussi très régulièrement, au point que les vendeurs, quand ils me voyaient, ils m'appelaient pour me dire j'en ai reçu le nouvel CD de la BO de Silent Hill là, si tu veux. Il était déjà comme ça. Oui. J'achetais parce qu'ils vendaient des imports, des CD imports et tout. Et c'est vrai que dès qu'il y avait il y a la BO de Silent Hill 2, je la prends. Après il y avait la 3 et un coup je crois que c'était celle du 4. Je crois ils avaient reçu la version japonaise avec le deuxième CD, non? Et je suis à peine rentré dans la boutique et tout, il m'a fait viens voir, on a reçu c'est le mec Silent Hill. Regardez, c'est le mec Silent Hill. On sait pas son nom. Donc voilà quoi. Et il m'avait proposé aussi la Nintendo DS à sa sortie un mois avant une semaine avant sa sortie officielle, j'étais venu pour la précommander et ils en avaient déjà en réserve. Il m'avait dit t'en veux une et tout. On en a déjà et tout. Non, j'avais payé le même prix. Et j'étais reparti avec ma petite DS comme ça une semaine avant la sortie officielle. Bien. Et j'ai donc super sympa. Et c'est pas au Leclerc que t'auras ça en fait. Non. Ah, tu vois, c'est dans ton petit magasin de quartier. Donc c'est fini pour la partie news. Oui. Et on va tout de suite passer au thème, donc le chiffre 13, après ce petit jingle. Jingle! Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Je suis désolé, ces histoires de malchance, j'y crois pas. C'est de la foutaise, tout ça. Vous connaissiez Delacroix, monsieur Campana? Eugène Delacroix, le peintre? Oui. Eh bien, savez-vous qu'à l'âge de 3 ans, Delacroix s'est pendu en jouant avec une cordelette de rideau? On le sauve in extremis, mais quelques jours plus tard, sa moustiquaire s'enflamme et il est gravement brûlé. On l'envoie en convalescence chez des parents à Marseille, et là, un domestique le laisse tomber à l'eau.
On le repêche par miracle, on le ramène à la maison et il s'étouffe avec une grappe de raisin. Tout ce que je vous raconte là est rigoureusement authentique. Delacroix est un exemple d'homme poursuivi par une incroyable malchance. Nous revoilà après ce petit jingle et nous allons donc parler du chiffre 13 parce que c'est notre 13e épisode, tout simplement. On se tracasse pas trop oui, on fait pour les thèmes. Comme pour l'épisode 7, on va faire sur le chiffre en lui-même. Donc chiffre 13 qui est synonyme beaucoup de malchance, comparé au chiffre 7 d'ailleurs qui était plus synonyme de chance. Alors tout le monde joue les vendredis 13 au loto, hein, donc voilà, t'en as qui l'interprètent comme ils veulent. Hein, comme ils veulent, voilà. C'est ça. Mais en général... Bah pour moi c'est de la chance que c'est le jour de mon anniversaire. Voilà. Par exemple. Par exemple, moi c'est 13 jours après le mien. Oh là là, on va écouter. Moi, c'est 13 jours après la fois où j'ai rencontré le copain de la cousine. Donc là, voilà, tout ça pour dire que chiffre 13, souvent associé à la malchance, et donc on a décidé de parler... Alors là, pour le coup, ça sera exceptionnel, une fois n'est pas coutume. On parlera que de films. Oui, on ne parlera pas de jeux vidéo. On s'est posé la question parce qu'effectivement il y a des jeux qui traitent de malchance, mais un tout petit peu. C'est sur un timbre-poste, ça va être souvent le point de départ de l'histoire. Le personnage a de la malchance et ça va entraîner des conséquences. Et voilà, genre ce qu'on a dit, on a parlé de Cuphead par exemple, où ils perdent au jeu au départ, ce qui fait que tu joues après tout simplement. Mais c'est pas assez conséquent pour en parler. Et en même temps, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Hein, exactement, voilà, c'est ça. Et comme on fait ce qu'on veut, on va juste parler de films. Voilà, on a sélectionné 4 films. C'est ça. Et ils parlent pas tous de malchance, vraiment. Voilà. Non, parce que... Ça, on pourrait dire qu'ils parlent de malchance un petit peu. Enfin voilà, c'est très... Il y en a 2 sur les 4 qui en parlent vraiment. Oui, mais moi les autres, pour moi, c'est vraiment aussi, c'est le point de départ. Voilà, c'est ça. S'ils n'avaient pas cette malchance, il se passerait rien. Et c'est des persos un peu malchanceux. Et donc c'est toi qui vas commencer avec le premier film. Tu vas nous introduire... En effet, je vais parler de The Big Lebowski. Exactement. Excellent film sorti en 98. Je l'ai revu pour l'occasion. Je l'ai regardé aussi. Je ne m'en lasse pas. J'en pouvais plus. J'étais mort de rire du début à la fin, c'est un truc de fou. Et plus je le vois, plus il me fait rire. Mais pareil. C'est incroyable. À chaque fois, je dis mais c'est trop fort. Non, mais ça... La première fois, je dis oh. Ouais. J'ai eu la même réaction à l'époque quand je l'avais vu. J'avais trouvé ça bien, mais pas sans plus quoi, ouais, voilà, c'est ça. Et à chaque fois que je le revois des petits trucs, puis je me dis non, c'est trop bien, les personnages. C'est des fois où ça m'a fait le plus rire de le regarder. Ouais. Et donc c'est un film de Joel et Ethan Coen, les frères Coen, avec Jeff Bridges. Ouais. Dans le rôle principal de Jeffrey Lebowski, connu pour The Dude. Ouais, connu pour ce rôle, je pense. Oui, ouais. Et pour être le méchant d'Iron Man, premier du nom. Ouais, ok, voilà. Ok. Je dis pas qu'il est connu pour ça, mais je pense que ça atteindra plus de monde si on dit que c'est le méchant d'Iron Man, le chauve. Donc ça dit The Dude dans le film. The Dude. Le Duc en français. Le Duc en français, ouais, ça c'est à l'époque. Hein. Ouais, j'ai jamais compris. Ouais. Il est accompagné de John Goodman, voilà. son ami Walter, comment c'est, Sobchak. Ouais. Un nom à dormir dehors. Steve Buscemi. Ouais. Que j'adore. Moi, c'est mon perso préféré. Qui est Donnie. Shut the fuck up, Shut Donnie. the fuck up, Donnie. le pauvre souffre-douleur. C'est un truc de fou. Qui se fait reprendre tout le temps, dès qu'il dit un truc. Shut the fuck up, Donnie. Moi, à chaque fois, ça me fait mourir. Comme il le sèche derrière. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Il y a aussi Julianne Moore. Ouais. Qui joue Maud Lebowski. Si vous voulez voir Julianne Moore à poil. C'est vrai. C'est l'occasion. Que tu la vois. Elle a des dialogues assez crus, d'ailleurs. Ouais. À un moment donné. Et on en a parlé il y a pas longtemps, il y a Philip Seymour Hoffman dedans, quand même. Ouais. Qui joue Grant, et qui n'a pas du tout le même rôle que dans Mission Impossible 3. Il n'a pas du tout le même rôle que dans Mission Impossible, c'est un truc de fou. Il est tout timide, tout rachitique. En plus, il est un peu plus gros plus fort dans Mission Impossible 3. Ouais. Et du coup, ça lui donne plus de prestance dans Mission Impossible 3, alors que là, il est détestable. Ouais. Il est détestable. Et donc, The Dude, c'est qui? C'est un personnage totalement fainéant. Ouais, mais c'est le
cliché. Ah oui, du gars du faisan. Voilà. c'est ça. C'est ça, c'est le cliché du mec. C'est la carpette, quoi. Ouais, carpette, tapis. Ouais, Tu vois? Pas mal. On en parlera. On en parlera. Bah oui, on va dire pourquoi. Parce qu'effectivement, alors sa passion, c'est de rien faire. Ouais. De fumer des pétards. Il est un peu rentier, en fait, hein, de ce qu'il a fait dans le passé. Oui. De jouer au bowling avec ses potes, donc, Walter et Donnie. Avec une robe de chambre. En robe de chambre. Il s'en bat les couilles. Ah oui, mais totalement. Il a les cheveux longs et tout, la barbe. C'est ça, en robe de chambre, il boit tout le temps son russe. Sont les Russes, son White Russian. Son White Russian, ouais. Et ben, un coup, il rentre chez lui. Voilà. Et puis en fait. Voilà pourquoi on parle de pas de bol. Parce que, il rentre chez lui. Tu veux peut-être en parler, toi? Non, vas-y, tu peux enchaîner, ça me dérange pas. Voilà pourquoi on parle de pas de bol. Parce que, il rentre chez lui. Et là, il se fait tout de suite agresser par deux bonhommes qui lui foutent la tête dans le chiotte et qui lui dit, donne-nous le fric, Lebowski. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que lui, il sait pas qui c'est, il voilà. comprend pas du tout. Alors oui, il s'appelle Lebowski, mais déjà plus personne l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle le dude. Oui, parce qu'ils veulent récupérer le fric que sa femme a pris. Or, il a pas de femme. Il a même pas de femme en plus. Et en fait, il se rend compte, donc par malchance, en fait, qu'ils ont sonné chez le mauvais Lebowski. Et en plus, les mecs là ont pissé sur son tapis. Et ça va pas passer. Ouais, ça va pas passer. Ça va être c'est la goutte d'eau. Voilà. Tu sais, c'était vraiment, voilà, tu sais quoi, on va pisser sur ton tapis et tu nous rends le fric, quoi. Et en fait, c'était pas lui du tout. Ah, déjà ça m'a fait, littéralement pisser dans mon froc. Tu vois, voilà, sans mauvais jeu de mots, encore une fois. Mais, j'en pouvais plus. Ah oui, mais après, parce qu'en fait, à la base, après, il a pas l'intention de faire quoi que ce soit, mais c'est Walter, qui envenime tout. Parce que le problème, c'est qu'il a un ami qui envenime toutes les situations, en fait. Il est ultra toxique. Il est toxique à mort. C'est un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, ouais, c'est ça. Qui a un peu. Je pense qu'il a craqué son slip au Vietnam et il est revenu un peu avec un PTSD, quoi, un syndrome post-traumatique horrible et maintenant il est complètement fou. Ouais, il est que de mauvais conseils et de mauvais conseils. Ah oui, tout le temps. Parce que ça va être grandement aussi lui qui va l'emmener dans des mauvaises situations. Ah bah complètement. Donc complètement. Parce qu'il va lui dire, il t'a pris ton tapis, il valait quelque chose ton tapis. Ouais. Il dit, oui, je l'adorais ce tapis, il allait bien dans la pièce et tout. Il a dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles voir ce Lebowski, le vrai, pour qu'il te rembourse. Il te rembourse juste le tapis. Et c'est ce qu'il fait. Il va voir le vrai Lebowski. Il se prend la tête avec, et il arrive à lui tirer son tapis. Oui, j'aime bien comment il lui prend. Il dit, mais ça s'est bien passé. Il dit à Philippe, Philippe Seymour Hoffman, son assistant. Ça s'est bien passé. Oui, il m'a dit de choisir n'importe quel tapis voilà. Donc il prend le tapis. Et là, va s'enchaîner tout un tas de péripéties, parce que, le mec, le vrai Lebowski, il est riche, sa femme, elle profite de lui, et après, Après, il va aussi se faire enlever, parce qu'il, pour rencontrer Maud Lebowski, donc qui est la fille du vrai Lebowski, ouais, et qui va aussi l'entraîner dans un autre truc. Le gars, il est dans 3-4 histoires en même temps. C'est ça. Alors que il a rien demandé à personne, il voulait juste rentrer chez lui après une partie de bowling, en fait. Et récupérer son tapis parce que quelqu'un lui a pissé dessus. Et il est tellement dans plein d'histoires qu'il y en a un qui va le prendre pour un détective privé à un moment donné. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Toi aussi, tu enquêtes sur un truc parce que je te vois que t'es là, t'es avec lui. Ouais, alors que pas du tout. C'est juste un shit dedans. Qui voulait juste récupérer son tapis. Et c'est quoi l'histoire du film? C'est ça. C'est tout. Et, on dit c'est pour ça qu'on en parle dans le chiffre 13, on dit qu'il a la poisse parce que, voilà, c'est juste qu'ils se sont trompés de nom, ils se sont trompés d'adresse et il y a un enchaînement malheureux qui l'entraîne dans plein de péripéties et où il en prend plein la tronche, quoi. Et donc, mais toujours avec nonchalance. Il reste détaché, en fait, totalement. Exactement. Mais par contre, alors, tu vois, donc ce qui est marrant, c'est donc avant de faire un épisode, on dit de quoi on va parler, on choisit le thème, et après on choisit les œuvres qui sont dedans. Et donc moi j'ai regardé The Big Lebowski pour l'épisode, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, j'avais envie de le revoir pour me remémorer, pour pouvoir mieux en parler maintenant. Et je me suis rendu compte que on a pris ça parce qu'on savait qu'il se faisait pisser dessus, qu'il s'était trompé de nom, mais dans le film, il y a un autre mec qui a pas de bol. Et encore moins que lui, je pense. Oui. Et c'est justement celui qui est campé par Steve Buscemi. Oui. Donc, Donnie. Oui. Oui, il a pas de bol du tout. Lui, il a pas de bol déjà, personne ne l'écoute. C'est le mec, voilà, il est là, mais sans être là. Tellement pas de bol que c'est le seul qui fait pas un strike, ouais, à un moment donné, il reste tout court dans la piste. C'est ça. C'est horrible. Ce mec, mais je pense que c'est, la meilleure écriture du film de personnage. On le voit pas longtemps, en plus, hein, mais c'est lui. Mais quand tu le vois, il dit pas grand-chose, il est toujours en arrière-plan. Mais oui. Mais j'ai regardé un peu des commentaires audio et puis des
des anecdotes et apparemment justement ils disent que tu peux le regarder, tu comprends ce qu'il vit aussi rien qu'en voyant sa tête et comment il joue derrière. C'est ça. Alors qu'il dit pas grand chose et d'ailleurs quand il dit quelque chose il se fait remballer. Il se fait remballer. Voilà, c'est ça le problème, c'est que il va parler. Personne va l'écouter. Les gens vont continuer à parler et personne ne l'écoute. Et au bout d'un moment, c'est comme un gosse. Comme un gosse quand il te parle, toi t'es en train de parler avec maman et puis il est là, papa. Au bout d'un moment, tu dis stop, arrête. Et là, c'est pareil. Il parle, il dit des trucs et au bout d'un moment, t'as Walter qui vient et qui lui dit shut the fuck up, Donnie. Et tout le temps. Et il est tellement habitué à dire shut the fuck up, Donnie qu'un jour, à un moment, Donnie dit un truc pertinent et il commence à dire shut the fuck up. Et puis il s'arrête, il dit... ouais, à un moment donné, il dit shut up. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, voilà, exactement. Et c'est génial. Et toute son écriture à lui, elle est magnifique. Et c'est lui qui a encore moins de bol que le Big Lebowski. Ah non, il a à mourir de rire ce film. Mais effectivement, la première fois que je l'avais vu, c'était pas le cas. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. J'étais peut-être trop jeune aussi. Et à chaque fois que je le revois, je l'apprécie de plus en plus. En fait. C'est ça. Il est super. Film grandiose. Et il a la réputation qu'il mérite. Hein. De toute façon, c'est un classique, c'est un culte. Hein, et oui, à juste titre, complètement. Ouais, il a acquis son statut de culte au fur et à mesure, justement. Parce que je crois qu'il a pas fonctionné outre. Ah ouais, plus que ça sortie, hein. Il a bien, il me semble qu'il a bien marché, mais pas excessivement. Mais maintenant, il est considéré comme un film culte. C'est ça. Et oui, il le mérite. On peut passer à la suite. Donc, c'est encore, moi qui le toi, présente, même si tu l'as vu aussi. Hein. Je l'ai vu aussi, mais il y a très longtemps. Par contre, j'ai pas eu le temps de le regarder pour le podcast. Là, ça va être le Terminal de Steven Spielberg, sorti en 2004, avec Tom Hanks. Donc ce film qui relate un fait réel en fait de Mehran Karimi Nasseri, un Iranien qui a vécu dans l'aéroport de Roissy en France pendant une paire d'années. Mais le film va beaucoup. Oui, et romancé. Ouais, et romancé à l'extrême, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça aurait été moins. Oui, ça aurait été moins passionnant. Moins passionnant parce qu'apparemment la vraie histoire, le vrai Moran, il avait un trouble psychologique aussi. Parce qu'il a même dit qu'il a changé son nom après. C'est un peu compliqué. J'ai suivi un peu l'histoire. Il me semble qu'il est mort dans l'aéroport. Il est mort, ça c'est sûr. Mais je sais plus s'il est mort dans l'aéroport parce qu'il avait été faire un séjour à l'hôpital quand même. Et c'est possible qu'il soit revenu encore dans l'aéroport après. Je dis peut-être des bêtises, hein. Je connais pas l'histoire plus que ça. J'ai lu un petit peu vite fait, mais pour voir les différences. Donc le Terminal, c'est donc avec Tom Hanks qui joue Victor Navorski, avec Catherine Zeta-Jones qui joue Amelia Warren, et Stanley Tucci qui joue Frank Dixon, le directeur de l'aéroport là. Ah, c'est Stanley Tucci, tu vois, j'avais complètement zappé. Hein. Ça fait tellement longtemps. Donc, avec le nom qu'il a Tom Hanks, Victor Navorski, on comprend bien qu'il vient pas d'ici. En fait, il vient de Cracovie. Oui, c'est un pays fictif. Hein. Son avion vient d'atterrir à New York, donc à l'aéroport JFK de New York. À son arrivée, il a arrêté parce qu'en fait, entre-temps, son pays, en fait, le gouvernement a été renversé et c'est la guerre civile. C'est ça. Donc, il n'a ni le droit d'entrer sur le territoire américain et il n'a pas le droit de retourner dans son pays. Donc il se retrouve bloqué là par un étrange concours de circonstances administratifs, on va dire, bloqué dans cet aéroport dans lequel il va vivre pendant un certain temps. Donc voilà, c'est vraiment, il tombe à un moment qui dit pas de bol quoi. Et en plus il comprend rien du tout à l'anglais hein, au départ. Il va l'apprendre au fur et à mesure. Il va prendre justement des dictionnaires et tout. Il va apprendre lui-même la langue pour s'en sortir. Oui, oui. Parce il va galérer à trouver de quoi manger parce qu'il a pas de bol aussi parce qu'il lui donne des tickets repas au démarrage. Il lui dit voilà, des tickets repas. Vous attendez en attendant que ça se tasse parce que tout le monde pense que ça va se tasser assez vite. Ouais. Mais les tickets repas, il va les perdre. Il va les faire je crois c'est quand l'hôtesse de l'air jouée par Catherine Zeta-Jones arrive. Je crois qu'elle à ce moment-là, il fait tomber les tickets repas. Et t'as une personne, celui qui s'occupe de ramasser les ordures et tout, il les ramasse, il les jette dans la poubelle. Donc il va devoir user de stratagèmes pour à trouver de la monnaie pour pouvoir acheter des Burger King, c'est ce qu'il va manger en priorité au démarrage. Hein. Et donc vivre dans cet aéroport pendant un certain temps. Et il va rencontrer l'amour effectivement avec l'hôtesse de l'air, mais je m'en souvenais même plus d'ailleurs, mais en fait ça se finit pas si bien que ça, parce qu'ils se retrouvent pas ensemble à la fin. Ok, donc il y a un côté, je trouve un peu mièvre et fleur bleue dans le film, mais pas autant que ça. Ok. C'est le côté d'ailleurs que j'aurais à lui reprocher
c'est que c'est un peu trop mièvre à la fin. Tout le monde qui est content, qui l'accompagne quand il va sortir et tout. Il y a tout l'aéroport qui s'arrête de vivre, quoi, pour ce qu'il va sortir. Alors qu'en vrai, je pense que personne n'en aurait rien à foutre, tu vois. Et donc, t'as le truc, c'est qu'il y a le directeur de l'aéroport, donc, qui lui n'a pas envie d'avoir ça sur les bras. Parce que lui, il va avoir la place de directeur, il l'a pas encore, il est en espèce de transition. D'accord. Il n'a pas envie d'avoir ce cas sur les bras, de s'occuper de cette personne-là. Il voudrait bien qu'il fasse le faux pas de sortir pour que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, en fait. Et il fait tout pour le faire sortir, mais Victor ne se fait pas avoir, en fait. Toi, tu t'en souviens? Moi, alors honnêtement, le film, j'ai dû le voir il y a 20 ans. Ouais, bah, ouais. Je l'ai vu dès qu'il est sorti, je l'avais loué dans un vidéoclub, je sais pas si les gens se souviennent de ce que c'est, et c'est tout, et je l'ai pas revu depuis en fait. Donc c'est très très lointain dans ma mémoire. Mais je sais que j'avais bien aimé, je sais que j'avais trouvé le film super cool. Oui, il passe bien, il passe bien. C'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un grand film, mais enfin c'est pas un des meilleurs Spielberg, mais je me rappelle de certains moments du film, alors que c'est rare pour un film que j'ai vu il y a 20 ans, une seule fois. Et j'ai vu, il y a des scènes qui m'ont un peu marqué. Donc oui. Moi aussi, je me souvenais encore de pas mal de scènes avant de le revoir aussi là pour l'épisode. Et mais ce qui est super, parce que là je l'ai regardé en VO, j'avais dû le voir en VF à l'époque, mais c'est que Tom Hanks joue incroyablement bien, comme à son habitude. Pour faire l'étranger comme ça, c'est ouais, bah oui. Et même sa voix et tout, il le fait super bien. Ouais, faudrait que je le revoie en VO pour le coup. Parce que je l'avais vu en VF à l'époque, et ouais, non, c'est un film qui me donne envie. En plus, j'avais complètement zappé que c'était Steven Spielberg. Ah si, c'est un film de Steven Spielberg. Donc, ouais. On reconnaît bien avec la patte de John Williams derrière à la musique et tout, avec des thèmes qui te restent et tout. Non, mais je vais incessamment sous peu le regarder. Je pense que c'est un film qui pourrait plaire à ma femme aussi, du coup. Ah, si elle l'a jamais vu, oui. Je sais pas, peut-être. Elle me le dira quand tu m'écouteras. Ça, c'est un appel, ça. Ouais, elle écoute tout, là. Elle écoute tout. Ouais. Elle aime pas, mais... Bon, mais ça va. C'est quelqu'un qui n'aime pas, mais qui écoute quand même. C'est cool. Franchement, elle met pas d'étoiles. Ça, c'est pas oui, sympa, s'il te plaît, mets des étoiles, chérie. Elle va en mettre une à chaque épisode. Elle comprend pas. Elle dit, oui, j'ai mis 13 étoiles à ton podcast. Il y en a pas 13. Bref, c'est un film que je vous invite quand même à voir. Hein. Ben oui, même si vous ne l'avez pas vu, vous passerez un bon moment. C'est pas ce que je dis, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas aussi bien que The Big Lebowski, mais c'est pas du tout le même style en même temps. C'est moins comique. Hein. C'est pas un film où tu te marres, voilà, c'est ça. Mais je trouvais qu'il rentrait quand même dans le thème parce que il faut vraiment pas avoir de chance pour tomber pile poil à ce moment-là où tu es enfermé entre deux possibilités, tu ne peux rien faire. Imaginez-vous rester enfermé dans un aéroport pendant des mois et des mois quoi. C'est vraiment une mauvaise coïncidence, un mauvais concours de circonstances. Un mauvais concours de circonstances, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pensé à ce film-là. Donc si on n'a plus rien à dire de plus. Non, c'est tout bon pour moi. On va peut-être passer au prochain film alors. Allons-y. Donc le prochain film, c'est moi qui l'introduis. Et c'est un film de 2022, beaucoup plus récent, avec Brad Pitt, qui s'appelle Bullet Train. Un film qui est un peu passé sous les radars, j'ai l'impression. Ouais, je comprends pas pourquoi. Exactement. Film de David Leitch, qui a fait, entre autres, Deadpool 2. Il a fait The Fall Guy, qui est sorti il y a pas longtemps. Et il a fait Atomic Blonde, avec Charlize Theron. Ouais, celui-là, je connais pas. D'accord. David Leitch, qui est un ancien cascadeur et qui est l'ancien cascadeur de Brad Pitt aussi. C'est pas celui qui a fait Nobody aussi? Il a fait Nobody aussi, ouais, effectivement. Qui était pas mal. C'est ça qui était super bien. J'avais oublié, merci. Et il a participé à John Wick 1. John Wick, voilà. Et donc, il a repris Brad Pitt. Il y a d'autres acteurs connus. Il y a Aaron Taylor Johnson, un de mes acteurs favoris du moment. Qui joue dans Craven, j'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai pas vu Craven. Mais voilà, c'est qui casse. Voilà, Aaron Taylor Johnson, c'est qui casse. T'en avais déjà parlé, effectivement. Il y a Andrew Koji, alors connu pour moi parce qu'il a joué dans une série que j'ai adorée qui s'appelle Warrior et qui parle des Chinois qui sont arrivés aux États-Unis dans les années fin 1800, début 1900, tu sais, pour faire les rails, pour faire les chemins de fer. Et il y a beaucoup de kung-fu et c'est assez violent, assez c'est une bonne série années 90, tu vois, il y a du sang, du cul, de la drogue, de la baston, enfin c'est top. Franchement. Et lui il joue qui dedans? Andrew Koji, il joue le
Le papa. Le père, voilà, Ouais, le il joue le père. papa. C'est comme ça qu'il est présenté Voilà, en plus. le père, ouais. Le père. C'est ça. Il y a Hiroyuki Sanada. Qui joue dans énormément de films, qui a un charisme de fou. C'est Scorpion dans le dernier Mortal Kombat. Non, je le fais plus, ça c'est bon. La dernière fois je l'ai pas fait. Hein. Ouais. Michael Shannon qui joue le méchant dans Man of Steel surtout. Okay. C'est comme ça qu'il est connu du grand public, je pense. Il joue dans pas mal d'autres films et des petites surprises aussi de casting. J'allais dire, j'espère que tu vas pas dire. Non, je vais pas en dire. Alors Bullet Train, ça parle de quoi? Ça parle de Brad Pitt, donc un agent secret. Ladybug. Qui a un nom de code qui est Ladybug, effectivement. D'ailleurs, Ladybug qui veut dire coccinelle. Coccinelle, donc coccinelle, c'est la chance, chance, hein, normalement. Mais il se dit, et c'est lui qui le dit, hein, qu'il est malchanceux. Parce que, à chaque fois qu'il y a une mission, il a pas de bol, ça capote, ça va pas, enfin, voilà. Mais est-ce qu'il aura du bol pour cette mission-là? Est-ce qu'il aura du bol pour cette mission-là? Alors, moi, j'ai envie de dire qu'en fait, il a, dans sa malchance, il a de la chance. De la chance, voilà. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, il représente le chiffre 13 à lui tout seul, hein, finalement. Oui. Parce que, c'est la chance, la malchance. De toute façon, la frontière entre les deux, hein, voilà, entre chance et malchance. Parce que, effectivement, j'avais parlé pour l'épisode 7 de Slevin. Oui. Lucky Number Slevin. Mais en fait, au final, au début, c'est un peu comme Big Lebowski aussi. C'est exactement ce que j'ai pensé. Ouais, il a de la malchance parce que les gens le prennent pour un autre, en fait. Pour un autre, voilà, c'est ça. Et donc, tu vois, la frontière est ténue entre eux. Et donc là, il a une mission où il remplace quelqu'un. Et il doit faire cette mission dans le Bullet Train, donc qui est le. Alors ils le disent jamais dans le film, mais c'est le Shinkansen. Ouais, c'est ça, Shinkansen, je crois. Shinkansen, ouais. Il fait le trajet entre Tokyo et Kyoto, ouais, c'est ça. Je crois que c'est quelque chose dans le genre, ouais. Mais alors ils disent jamais que c'est le Shinkansen, mais c'est le Shinkansen. Hein. C'est le train le plus rapide du Japon, voilà, celui qui est sur. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il remplace un agent qui a la gastro, en fait. C'est vrai en plus, il remplace un agent qui a la gastro. Et il dit ouais, mais qui annule une mission parce qu'il a la gastro. Voilà, c'est exactement ça. Et donc il va se passer plein de choses un peu à la Big Lebowski en fait. Dès le début, je crois, il perd son ticket d'embarquement. Déjà. Il a la clé pour ouvrir le casier, il me semble. Ouais, je sais plus. Si, parce qu'il récupère son matériel dans un casier avant d'embarquer sur le train. Oui, ça oui. Et je crois qu'il dit qu'il prend pas son flingue aussi. Oui, on lui conseille de prendre le flingue, mais il le prend pas. Non, il le prend pas, et en fait, il aurait peut-être dû écouter les conseils. Il va regretter. Et donc, et c'est un film d'action, mais de ouf! Avec pléthore de personnages. Avec pléthore de personnages qui, moi, me rappellent Quentin Tarantino, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film. C'est des dialogues à la Tarantino. C'est ça. Les dialogues sur Thomas le Train, je veux dire, qui sont exceptionnels, quoi. Mais oui. Et t'arrives à accrocher avec des dialogues sur Thomas le Train. Et t'as des présentations de personnages à la Tarantino. T'as un freeze frame et puis t'as le nom du personnage. Voilà. Bon, ça c'est la petite patte, mais moi ça me rappelle. Franchement, tu me dis, oui. C'est un Tarantino, je te crois. Ouais, je te crois. Ça m'a fait le même effet que quand j'ai regardé Slevin, d'ailleurs, encore une fois. C'est un film, je pense qu'il aurait sa place c'est un peu le même style. Ouais. Vraiment. Voilà. Et l'action est bien faite. Il y en a même pas tant que ça, en fait, au final. Voilà. Quand même un peu, hein. Ça reste un film d'action, mais. Surtout à la fin, surtout à la fin, mais il y a beaucoup de dialogues ultra drôles. Moi, ça me fait rire. Il y a quand même quelques chorégraphies de combat. Oui, t'as des chorégraphies de combat sympas. Quand il se bat contre Wolf, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, dans le bar. Il y a 2 combats dans le bar, les 2 combats sont intéressants. Ouais. Mais je vais pas trop en parler. Oui, on va. Parce que c'est un film que pas grand monde a vu. Et qui mérite d'être vu, qui mérite vraiment d'être vu, et je sais pas pourquoi il a pas fonctionné. Ouais, parce que toi, tu m'en avais parlé, tu m'as dit que les gens l'avaient pas trop aimé, et tu me l'as montré, on l'a regardé ensemble, hein, d'ailleurs, et oui, moi j'ai adoré. Mais oui. Tel point que je l'ai acheté aussi en Blu-ray. Et en plus, donc gage de qualité. Le Stevie's Approval. C'est rythmé, c'est coloré, je dirais même c'est coloré parce que ça. Ouais, c'est pas un film qui est terne du tout. Non, pas du tout. Ah non, c'est comme tu dis, c'est coloré. Chaque wagon a son identité, chaque wagon a ses règles. Ça aussi, c'est drôle. Oui. On doit pas parler fort. Voilà. Alors c'est pas le Snowpiercer, hein. Non. mais voilà, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est un huis clos. Oui. Pour le coup, parce que tout se passe dans le train, par une scène un peu au début, avant de rentrer dans le train, donc c'est dans une gare, et un peu à la fin quand le train s'arrête. Puis des petits flashbacks par-ci par-là. Petits flashbacks, des flashbacks super drôles, moi, parce qu'il y a 2 persos en plus qui ont tout autant d'importance que Brad Pitt.
Donc c'est Lemon et Tangerine. Donc citron et clémentine. Ça aussi, ça fait l'objet de plein de vannes. C'est comme le citron, comme le fruit. C'est ça, exactement. Et donc il y a Lemon qui est campé aussi, donc par Aaron Taylor Johnson que j'adore. Non, pardon. C'est Tangerine, Aaron Taylor Johnson. Oui. Et ce duo est magnifique dans le film. Ils sont géniaux. Donc je conseille ce film, mais à 100%, je pense que c'est un de mes films préférés de 2022. Et un de mes films préférés tout court, en fait. Hein, si je dois faire un top, c'est très compliqué, hein, mais il est monté très très haut. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais surtout si vous aimez le cinéma de Tarantino. Hein. Encore une fois, pour moi, c'est ça le rejoint un petit peu. Hein. C'est autant dans l'action un peu débridée comme ça que dans les dialogues et la présentation. C'est voilà. Puis la violence aussi, parce qu'il y en a. Et il y a de la violence. Il y a de la violence. Il y a de la violence. Ça se cache pas, tu vois. S'il y a un mec qui doit se faire couper un bras, il se fait couper un bras. Je sais pas s'il y a des mecs qui se font couper les bras, mais au moins tu le vois, quoi. C'est cool. Ouais. Il y a du sang, enfin, c'est bien foutu. Il y a beaucoup d'humour aussi. C'est une sorte de retour dans les années 90, tu vois, mais en un mix de films récents et un mix de films des années 90, quoi, films d'action des années 90, de l'humour, de l'action. Moi, je peux que le conseiller aussi, honnêtement. Je fais partie de ceux qui ont grandement apprécié. Eh ben, c'est tout ce qu'on a à dire. Je suis désolé, j'ai pas trop envie de spoiler parce que il arrive tellement de choses à Brad Pitt que c'est bien de les découvrir. Voilà. Et tous les persos sont cool. Tous. Ils ont tous leur truc et ils sont tous cool. Tous cool à regarder. Ils ont tous une belle écriture. Enfin, c'est super bien. Donc on peut enchaîner sur le dernier film. Qui est d'ailleurs le plus représentatif, encore plus que celui-ci. Exactement. Donc le plus représentatif de la malchance, hein, parce que ce film parle de malchance. Mais aussi le plus ancien. Et aussi le plus ancien. Un film de 81, un film français de 81, une comédie de Francis Weber, et c'est La Chèvre, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Alors, c'est intéressant parce que toi, tu l'avais pas vu depuis... Oui, depuis très très longtemps. Je l'avais vu étant jeune, et je l'ai re-regardé là, cette semaine. Et moi, c'est un de mes films préférés de comédie française. Enfin, de toute façon, j'adore Francis Weber. Moi, pour le coup, je suis un peu un Francis Weber zouze. et donc, ouais, j'adore tous ces films. Je trouve qu'ils sont tous drôles. Mais est-ce que toi, tu as bien aimé La Chèvre en le revoyant? Alors, je ferai un mais de... Pas mal. Écoute, pas spécialement. Ouais, je ne l'ai pas trouvé si drôle que ça. Je le trouvais déjà pas spécialement drôle étant gamin. Mais là, je me suis dit, je vais peut-être mieux aimer maintenant, plus comprendre de choses, hein, parce que je l'avais vu, j'avais moins de 10 ans. Hein. Et en fait, hormis, j'ai peut-être pouffé de rire une ou deux fois, mais sinon, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Honnêtement. Ah, alors, mais je comprends. Et moi, c'est un des films qui me fait le plus rire que à chaque fois que je le vois, je rigole toujours autant. Après, je suis pas objectif à 100%, étant donné que je suis pas un grand fan de Depardieu. D'accord. Mais ça, c'est voilà. Ah bah ok. C'est moi. Mais qui m'a en comparaison, il m'a pas autant dérangé que ça dans le film là, tu vois. Ouais, bah donc oui. Je l'apprécie pas. Depardieu de la vieille époque, quoi. Oui, voilà, je l'apprécie pas particulièrement. Cool. Mais là, il est tout à fait bien dans son rôle, hein. On va pas se le cacher. Mais le film en lui-même, ouais, je sais pas. J'ai un problème peut-être avec le personnage de Pierre Richard qui en un sens, c'est lui effectivement qui a la malchance, mais il a des réactions, je trouve un peu bizarres. Il se prend pour un dragueur, il pète plus haut que son cul. Ah oui, tout simplement. D'accord, oui. Je pensais pas qu'il était comme ça en fait dans le film. D'accord. C'était vraiment le malchanceux gaffeur jusqu'au bout. Ok, pas de bol. Mais là c'est le gaffeur qui se la pète quoi. Alors je trouve qu'il y a l'équilibre que j'aime pas trop dans le personnage. Donc on va raconter vite fait racontons ce dont parle le film parce que pourquoi on l'a mis là. Alors il y a Mary Benz, donc la fille d'un mec ultra riche qui se fait kidnapper au Mexique. Elle est française hein, mais elle est en vacances. Elle est en vacances et elle se fait kidnapper là-bas. Et les recherches ne donnent rien. Des détectives privés, des machins, ça ne donne que dalle. Et il y a l'assistant du mec ultra riche qui c'est que cette fille qui a une théorie en fait. Il dit que la fille est malchanceuse. D'ailleurs, c'est lui que vous entendez dans le jingle. Et il dit qu'elle est malchanceuse parce que au début du film, il lui arrive plein de trucs. Elle se prend une porte automatique qui s'ouvre pas. Elle tombe d'un balcon, voilà.
Et donc sa théorie, c'est qu'elle est malchanceuse et que pour la retrouver, il faudrait envoyer quelqu'un de malchanceux qui pourra tomber sur les mêmes pièges qu'elle et qui pourra du coup retracer le parcours qu'elle a fait. Et ce mec malchanceux, c'est Francis Perrin, donc campé par Pierre Richard, qui lui n'a pas de bol non plus. Et rien que pour moi c'est la première scène qui me fait aussi beaucoup rire, c'est pour prouver qu'il a de la malchance, il le fout dans une pièce avec, je sais pas, il y a au moins une trentaine de chaises. Une trentaine de chaises, et il y en a une seulement qui a le pied dévissé. Et donc ils vont lui dire de s'asseoir. Et il me dit où je veux, oui où tu veux, et il s'assoit sur la chaise. La seule chaise qui a le pied dévissé. Voilà. Donc c'est comme ça que tu vois que évidemment il tombe, c'est drôle, gag de situation. Il tombe, c'est drôle. Moi je trouve ça super drôle. Moi la façon dont il tombe là, ça me fait mourir de rire. Alors toi tu trouves ça pas drôle, mais moi ça me fait rire. Et donc ils le mettent avec un détective privé qui lui n'a fait chou blanc de toute façon. Ouais, il a déjà recherché pendant un mois ou je sais plus. C'est ça, qui est Gérard Depardieu, qui lui n'y croit pas du tout à ces conneries. Et ils vont au Mexique et il s'ensuit plein de déjà à l'aéroport là quand il tombe sur le mec c'est là que tu dis qu'il pète plus haut que son cul quand il dit qu'il fait de l'aïkido, du judo, machin. Oui, parce qu'il s'y croit, il lui dit oui, grâce à moi on va réussir à résoudre l'enquête et tout, et il y croit dur comme fer. Et parce qu'ils disent pas que c'est parce qu'il a pas de chance, il le sait pas là qu'il y va pour ça. Il y va juste parce qu'il pense que c'est lui pense que eux pensent que c'est un taulier et qu'il a des talents pour retrouver, alors que pas du tout. C'est peut-être pour ça aussi que tu te dis que. Ouais. Oui, son côté hautain va pas avec son côté gaffeur, je trouve. Je sais pas. Ça, c'est. Bon bref, du coup, s'ensuit plein de moments de malchance de Pierre Richard où Depardieu est là pour constater. Au bout d'un moment, il se demande même si c'est pas vrai, tellement il a pas de bol. Parce qu'il lui transmet le pas de bol à un moment donné. À un moment, il lui transmet le pas de bol, ouais, c'est ça. À force de traîner avec, il se dit il me le transmet son pas de bol. Enfin bon, ça y est, ça reste très ésotérique finalement. Oui. Donc voilà. Après, je sais pas. Maintenant, ce qui est bien, c'est de faire votre avis. En effet. Et de regarder ce film qui est introuvable. C'est vrai, il est introuvable. Il est sur aucune plateforme. Moi, je l'ai en Blu-ray. Je l'ai en version physique. Que tu m'as prêté. Que je t'ai prêté, exactement. C'est vrai que c'est introuvable. Si des gens qui me connaissent veulent que je leur prête aussi le Blu-ray, y a pas de souci. Mais ouais, c'est dommage. Peut-être un jour, il sera sur une plateforme ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que là, parce que toi, tu voulais le regarder pour l'occasion. Oui, parce que là, je m'en souvenais plus du tout. Pas moyen, ouais. Et impossible de le trouver, quoi. Encore une fois, le démat, ça n'a pas que des avantages. Non, pour le coup. Après, voilà, c'est un vieux film aussi, donc. Mais on devrait pouvoir voir les vieux films. J'aimerais tellement voir des Charlie Chaplin, des trucs comme ça, tu vois, qui sont pas trouvables. Oui, mais à l'époque, t'avais des cassettes vidéo. Ouais. Donc fallait les garder. Oui, mais c'est pas moi qui avais les cassettes vidéo, c'était mes parents. Quoi. Oui, je sais, mais tu vois, c'est pour dire que finalement, le démat c'est bien, mais il faut garder les supports aussi qui te permettent de les voir. Je trouve que c'est plus facile d'avoir du matériel, pardon, pas le démat, le matériel, pardon. Je trouve que c'est plus facile d'avoir du matériel maintenant parce qu'à Blu-ray, je pense qu'il y aura pas une grosse. Oui, un changement d'objet. Un gros changement d'objet, tu vois. Et puis, quand bien même, tu gardes ta télé. Tu gardes ton câble HDMI. Oui, et puis tu gardes ta PlayStation 5, ta Xbox, et puis voilà, tu pourras toujours regarder. Ah oui, on dit, t'avais qu'à garder ton tube cathodique et ton magnétoscope. Certes, c'est déjà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est différent. Peut-être pas, peut-être que on verra dans 30 ans. Toujours est-il qu'il n'est disponible nulle part, ce film. Voilà, c'est ça. Désolé. Et pourtant, il est bien. Mais il y a beaucoup de rediffusions à la télé, donc. Est-ce qu'il est encore diffusé à l'heure actuelle? Sur les petites chaînes, oui, si, ça doit être possible. TNT, RTL 9. Sur RTL 9, Voilà, si vous avez l'occasion, La Chèvre, ou pas. Voilà, si vous êtes comme Stevie, ne le regardez pas. Si vous êtes comme moi, regardez-le, faites votre avis. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est ça. Êtes-vous d'accord avec Jérém? Tapez 1. Êtes-vous d'accord avec Stevie? Tapez 2. Bon, je pense que c'est fini pour la partie thème. Le thème est fini, voilà. Donc on a fini avec le chiffre 13. Est-ce que vous avez des idées aussi de films? Ah oui, on attend toujours. Si quelqu'un a des idées de films, même de nouveaux thèmes, ou même de jeux, parce que je vous dis, on a un peu fait chou blanc là-dessus. Si quelqu'un a dans la tête là un jeu qui traite vraiment de la malchance. Parle de malchance, parce qu'on connaît pas tout non plus, loin de là. C'est ça. Donc faites-nous en part en commentaire. Exactement. On reviendra peut-être dessus d'ailleurs. Bon, on va enchaîner sur la troisième partie. Donc quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille. Après ce petit jingle. Jingle!
Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Nous revoilà après ce petit jingle, et nous allons parler de ce que nous faisons quand nous ne bossons pas et que nous ne nous occupons pas de notre famille. C'était très très dur à dire. Et je vais te laisser lancer les hostilités avec le jeu que tu as fait ces 2 dernières semaines. Voilà, bon, que j'avais même entamé un petit peu avant ces 2 dernières semaines, mais bon. Que tu as fini. Voilà, je l'ai fini entre temps. Là, c'est un jeu qui est pas très très long, ceci dit. Et ce jeu, c'est Stray. On parlait de jeux avec un petit chat, et voilà, Stray en fait partie. C'est un jeu du studio Blue 12 Studio, un studio français. Oh, je ne le savais même pas. Ouais, encore un jeu français. Et franchement, la France, elle vend en poupe dans les jeux vidéo et dans les arts en général. Les dernières années, surtout, je trouve qu'il y a un regain. Là, il y a une remontada de la France dans les jeux vidéo, mais c'est un truc de fou, quoi. Et le jeu a été édité par Annapurna Interactive, encore une fois. C'est un jeu qui a été développé, qui a commencé à être développé en 2015 et qui est sorti en 2022 sur PS4, PS5 et PC. Ah, donc 7 ans de développement quand même. Ouais, quand même. C'est une petite équipe. Oui, c'est une petite équipe. En 2023 sur Xbox et en 2024 sur Switch. Ok. Et c'est donc un jeu dans lequel tu diriges un petit chat. À la base, t'as un groupe de 4 chatons qui se promènent en extérieur. Et le petit chat que tu joues, il a pas de bol. Un coup de malchance, il tombe d'un tuyau, en fait, un tuyau qui cède à son passage, les 3 autres sont passés. Donc ça rejoint le thème, dis donc. Ben voilà. Il a pas de chance, le tuyau cède et il tombe dans les bas-fonds, en fait, d'une ville souterraine. De fil en aiguille, il va trouver un labo, télécharger une IA dans un drone qui s'appelle B12, qui va l'aider, qui va lui donner un petit équipement. Je sais pas si t'as déjà vu les images. Le chat, il a un petit équipement sur le dos et tout pour prendre des objets avec le drone pour s'éclairer et tout. Et en fait, tu vas te rendre compte que dans ces bas-fonds, en fait, ce sont des robots qui y vivent. Ils ont fait ils vivent en communauté. Et tu vas aussi découvrir l'existence des Urks, une sorte de bactérie qui dévore toute vie organique, mais qui dévore aussi les robots. Les petites boules noires là, qui te suivent Non, c'est pas des petites boules noires, c'est des petites bestioles qui ressemblent d'ailleurs aux petites bestioles qu'il y a dans Half-Life et qui te foncent dessus et qui te tuent. Donc tu peux mourir dans le jeu. Je pensais que c'était juste un walking simulator avec un chat, mais en fait pas du tout. T'as des petites phases d'infiltration, t'as des phases de platforming, je vais dire, mais pas vraiment, parce qu'en fait, t'appuies juste sur un bouton et le chat saute. Apparemment, d'après les devs, ils avaient fait des essais pour que tu puisses jouer comme un jeu de plateforme, mais c'était trop compliqué. Pour atteindre des petites plateformes et tout, c'était trop contraignant. Donc, ils ont fait un truc de saut automatique. Avec la caméra, tu pointes en endroit, t'as le bouton qui apparaît. Et t'appuies dessus, le chat, il saute automatiquement dessus. Et c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que ça aurait été un enfer. Ah oui. Ouais. Et de fil en aiguille, en fait, il va falloir retrouver son chemin vers la sortie. Tu vas comprendre que il y a un dôme au-dessus qui t'empêche de voir la lumière du jour. Et tu te dis bien que tu vas finir par l'ouvrir et ressortir. Oui. Bref, je dirais un côté esthétique qui est influencé par la citadelle de Kowloon, ouais, d'accord. On en avait déjà parlé, et effectivement, c'est là que j'avais recherché, mais du coup, on en a parlé de City of Darkness. Bah oui, City of Darkness, exactement, ouais. Donc, ouais, c'est très bon film de l'année dernière. On en avait parlé dans l'épisode 6, je crois, d'Halloween. Donc ouais, Citadel de Kowloon, donc c'est qui est cet amas de bâtiments. De tout, ouais, c'est tout un truc, des câbles partout, des bâtiments partout collés les uns aux autres. Tellement collés que t'y a pas de la lumière du jour, justement. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui est retranscrit, les petites ruelles. J'ai vu des photos de la citadelle et les petites ruelles correspondent à ça, en fait, dans le jeu, en fait. Cool. Cool. Et pour petite info qui ne sert à rien mais que je trouve sympa, c'est que le système de jeu avec les mouvements des chats et tout qui est inspiré des chats des devs, les chats qui sont Murtoff et Riggs. Ah, ok, ouais. Je vois pas la ref, mais ouais, c'est non, marrant. tu la connais pas. Non, je l'ai pas. Du tout. Est-ce qu'il se fait enculer? Ils nous enculent avec le téléphone. Ils nous enculent avec leur drone. Ils nous enculent. Et je vais revenir vite fait sur les petites surprises qu'il y a dans le jeu, en fait. Juste un truc, j'ai mis que le podcast était explicite. Hein. Ouais, oui, voilà. Oui, je sais. Donc voilà, il y a écrit, voilà, donc c'est écrit, c'est explicite, donc
Je suis protégé vis-à-vis de ça. Donc j'ai le droit de dire, il vous encule sur ce podcast. Ok, continuons, vas-y, passons. Donc c'est un jeu en ambiance, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un petit côté horrifique dedans, à cause de ces bactéries. D'accord, oui, j'ai déjà vu des moments où tu te fais poursuivre, t'as des petits moments de poursuite avec toutes ces bactéries, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc comme je l'ai dit, tu peux mourir justement si elle te rattrape, et parce que tu dois marteler le bouton si elle saute sur toi pour les pour les faire fuir, mais tu peux mourir si ça prend trop de temps. Mais il y a un petit côté ambiance pesante un peu plus tard dans le jeu, et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu une petite surprise quand même. C'est le moment Dead Space qu'il y a dans Stellar Blade à peu près. Peut-être, ouais, je connais pas ton moment Dead Space dans Stellar Blade. Je t'avais parlé du moment Dead Space dans Stellar Blade, donc il y a peut-être le moment Dead Space dans Stray en fait. Mais il y a un moment un peu chelou, un peu pesant comme ça qui m'a agréablement surpris. Cool. Mais qui heureusement ne dure pas longtemps non plus. Donc c'est bien, ils ont pas poussé le bouchon trop loin. Le jeu est très beau. Ouais, franchement, il est magnifique. J'ai pas grand chose à dire dessus au final, hein. L'histoire est simple mais agréable. Temps, oui, donc, voilà. C'est compliqué quoi de faire une histoire dessus. Donc à chaque qui veut se barrer. Et oui, qui veut se barrer mais qui en même temps aide malgré lui en même temps les robots d'accord, okay. qui vivent dans des taudis et pas à la lumière du jour. Ça se finit en quoi? 6-7 heures, c'est vraiment pas très long. Court, ouais, okay. T'as des petites phases d'infiltration, comme je disais, tu dois éviter ces Urks là et tout pour pouvoir progresser. Des petites quêtes où tu dois aller récupérer tel ou tel objet dans des petits environnements un peu plus ouverts pour aider les robots justement, hein, ils vont t'envoyer à droite à gauche pour récupérer des choses et d'autres. Quelques collectibles, mais pas énormément. Un jeu fort agréable et très beau. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. J'ai passé un bon moment. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est cool. D'accord. Franchement. Ah bah ok. Mais c'était bien parce que c'était pas long donc c'est ça. Mais moi c'est un jeu qui me fait de l'œil depuis sa présentation. Avant qu'il sorte déjà, je l'avais vu, je dis un jeu où tu joues un chat, c'est cool. En plus, il te montrait des vidéos où t'as des boutons où tu peux faire le chat. Oui, c'est vrai, tu fais le chat. Tu vas voir un tapis ou de la tapisserie, t'appuies sur un bouton et en fait il se fait les griffes dessus. Ouais, voilà. Ça je savais pas, tu vois. T'appuies sur les gâchettes en alternance pour qu'il fasse les griffes. D'accord. Ça sert à rien. Ah non. Mais c'est tu peux te lécher, non, si j'ai bien compris aussi. Tu peux te frotter aux jambes des robots et ils sont contents parce qu'en fait les robots en fait à la place de la tête c'est un petit écran qui montre leurs émotions, des trucs, des phrases. Pas comme Astrobot quoi, un peu. Oui voilà, ouais. Et genre quand tu te frottes à eux et tout, il y a un petit cœur qui apparaît, ils sont tout contents, oh. Et tu vois, c'est super agréable. Tu as des petits coins pour dormir. Il se met blotti dans un coin et puis il dort. Là, t'as une petite musique qui se met en route, la caméra qui fait un travelling arrière et tout. C'est des petits moments hors du temps comme ça, ou reposants. Et t'as joué sur quelle plateforme, toi? Alors, j'y ai joué sur Switch. D'accord. Et il est déjà très beau sur Switch. Et déjà sur Switch, il est très beau. Alors, j'ai regardé effectivement plein de vidéos à côté en 4K sur les autres supports. Oui, effectivement, c'est plus beau. Et j'imagine. Mais même sur Switch, ils ont fait un petit tour de passe-passe. C'est un jeu qui m'a été offert à Noël, en fait. À mon anniversaire, excuse-moi. Et franchement, ils ont fait un tour de passe-passe. Le jeu est super beau. Et effectivement, si vous avez le choix, le faire sur grand écran, sur Xbox ou Play ou PC, faites-le là-dessus, hein, sans aucun problème. Mais il reste agréable à faire sur Switch et surtout en mode portable. Hein. C'est vrai qu'en mode télé, il est un peu moins beau. Sur portable, ça rend super bien sur le petit écran. Et sur l'écran LED que t'as aussi. Voilà. C'est vrai que le jeu rend super bien. Donc n'hésitez pas. Je crois qu'il doit être aux alentours de 20 balles. Ouais, dans les 20 balles à chaque fois. 25 euros, je crois. Des fois en promo sur Steam. Mais l'achetez pas en démat, si vous mais en physique, il est à 29,99€ généralement. Le prix de base. Donc oui, voilà, ça le vaut largement. Soutenez encore une fois le physique. Pour 5 € de plus, franchement. Eh ben, c'est à moi. Oui. Alors, il y a une chose que j'ai fait, donc, c'est pas quelque chose que j'ai découvert, parce que d'habitude, on parle de choses qu'on découvre, ou qu'on n'a pas fait avant, ou voilà. Mais, c'est une chose que j'ai vue que pour la deuxième fois de ma vie, déjà. Et j'ai fait un marathon de films. Un marathon de films. Et j'ai fait un marathon Le Seigneur des Anneaux. Ouais, donc du bon film conséquent déjà. Du bon film conséquent. Il y avait 11h30 de marathon. En une journée, hein, évidemment. Donc c'était un dimanche où je me suis pas du tout occupé de ma famille.
Par contre, je remercie ma famille de s'être occupée de nous, parce qu'on était 3 pour regarder ça. Je remercie ma femme qui nous a préparé de succulents plats. Donc merci beaucoup. Elle est bien chouchoutée. Elle nous a chouchouté comme c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai cru qu'un de mes potes allait repartir avec. Bref, merci beaucoup si tu nous écoutes. Et que tu mets une étoile. Et que tu mets une étoile. La 13e. Merci. Voilà. J'ai envie d'en parler parce qu'on parlera sûrement pas beaucoup du Seigneur des Anneaux, je sais pas. Non, alors peut-être un jour, à moins qu'un jour tu regardes la série, qu'il fasse quelque chose. Ou quelque chose comme ça. Et je voulais juste dire, moi je suis, comme tu le sais, moi je suis pas très héroïque fantasy. C'est pas ma cam. J'ai découvert le Seigneur des Anneaux il y a 3 ans, je crois, parce que j'ai toujours dit ça m'intéresse pas. Si j'avais vu le 3 au cinéma, mais juste le 3, sans voir les 2 autres d'avant, j'avais rien compris, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, enfin ça m'intéressait pas. Et je les ai redécouverts il y a 3 ans. Et mais qu'est-ce que c'était bien. Mais qu'est-ce que c'est bien le Seigneur des Anneaux. On est d'accord. C'est un truc de fou. Et alors oui, c'est de l'heroic fantasy, il y a des orques, des elfes, tout ce que je n'apprécie pas trop, mais il y a une mise en scène de malade de la part de Peter Jackson, et c'est à saluer. Il a fait quelque chose de grandiose et que je pense qu'on ne reverra plus. Déjà. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui sort en heroic fantasy, généralement. Mais pas que en heroic fantasy, mais quelque chose de aussi épique, avec autant de costumes, autant d'acteurs, autant de figurants. Je pense pas que ça puisse se refaire un jour. Et c'est bien, l'histoire est cool. Bon, alors l'histoire est pas de lui, certes, c'est Tolkien. Tolkien, oui. Mais l'histoire est cool. Même si j'ai résumé ça en c'est 2 personnes qui veulent ramener un bijou défectueux chez le fabricant. Mais c'est le voyage qui compte. C'est le voyage qui compte. Hein. Voyage qui, soit dit en passant, ils auraient pu le faire avec les aigles qui viennent les rechercher à la fin. Ça, après, c'est un truc, voilà. Mais peut-être mieux expliqué dans le bouquin en même temps. Je sais pas. Pour moi, tu foutais Frodon sur un aigle, il le ramenait au-dessus du volcan, boum, tu le jettes dedans, c'est fini. Le Seigneur des Anneaux en 10 minutes. Le Seigneur des Anneaux en 10 minutes. Voilà, c'est plié, hop, on a un avion, les gars. Je sais pas pourquoi vous voulez y aller à pied, on a un putain d'avion. Bref. Il faut faire un peu d'exercice dans la vie. Ah oui, c'est ça. Donc non, c'était super cool. Et donc pour l'occasion, j'ai acheté les Blu-ray 4K. Et on s'est fait une journée donc avec 2 potes, Jonathan et Johan, si vous les écoutez. J'en étais sûr. Et c'était franchement sympa. Et je recommande le Seigneur des Anneaux à ceux qui ne l'ont pas vu. Je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux, mais et alors un marathon, tu peux te dire on a fait ça de 9h à 22h, c'est passé mais comme une lettre à la poste. On était à la fin du deuxième, on a dit ça fait déjà 7 heures de film qu'on regarde, mais on n'a pas version longue hein, évidemment, on a fait. Oui, et tant qu'à faire. Et ouais, c'est passé mais comme une lettre à la poste. Alors les Blu-ray en version longue, t'as 2 Blu-ray pour un film. Donc tu dois changer de Blu-ray entre chaque film, enfin entre chaque film et pendant le film. On a fait 5 pauses et c'était bien, tu vois, on allait boire le café entre 2 changements de Blu-ray, on mangeait entre 2 films, c'était super cool. Donc je conseille si vous avez les films de faire des marathons Seigneur des Anneaux, c'est toujours cool. Ça prend pas si longtemps, tu peux faire ça en un dimanche en fait. Nous c'est 9h 22h, franchement ça va, tu vois, c'est la bonne saga à regarder. Et c'est épique et c'est bien. Franchement, c'est bien. Tu vois pas le temps passer. Hein, mon dimanche est passé comme ça. Et puis, comme je disais, il y a pas énormément de films du genre, en fait, d'heroic fantasy. Il y en a pas des tonnes. Non. Hein, c'est bizarre. D'ailleurs, malgré l'engouement qu'il y a eu pour cette trilogie-là, bah ouais. Il y a pas eu beaucoup de successeurs, en fait. T'as beaucoup de jeux? Il y a eu le film Warcraft que je n'ai pas vu. Ouais. Apparemment, il y a Donjons et Dragons. Mais il y a eu Donjons et Dragons qui est génial, mais qui a floppé alors qu'il est super bien. Ouais. Pareil, regardez Donjons et Dragons. Ouais, Donjons et Dragons, ça c'est du même acabit que Bullet Train, quoi. Il a pas marché alors que c'est un bon film. Alors que c'est un très bon film, qui est drôle, qui est bien fait. Des fois, je comprendrais pas le... Bah, écoute, c'est comme ça. Après, voilà, t'as des mauvais films qui bident et il faut se dire que c'est bien. Oui, mais bon, quand c'est des bons films qui bident, c'est moins bien. C'est dommage. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, vite fait. Oui, t'as fait ça sans t'occuper de ta famille. J'ai fait ça sans m'occuper de ma famille, c'est ça. Donc, et je remercie ma charmante petite femme. Encore un mois, et je vais vous parler d'une saison 3 d'une série que j'ai regardée. Donc j'ai déjà parlé des 2 premières saisons, c'était The Bear.
Et la saison 3 est tout aussi bien. Donc The Bear, j'en ai parlé il y a 2 semaines. On a regardé les 3 saisons, mais quasiment d'un coup. C'était tellement bien et chaque saison est différente l'une de l'autre. C'est un truc de fou. Ça part dans tous les sens. La saison 3 est tout aussi bien. Je pensais pas, tu vois. Je me suis dit, bon, la saison 1, elle est cool. La saison 2, elle sera bien pour une raison. Mais je me suis dit, comment tu peux rendre bien la saison 3 parce que il y a plus d'enjeux et en fait, ils arrivent à en créer et c'est incroyablement bien rythmé, incroyablement bien réalisé. C'est une des meilleures séries que j'ai vues, pour le coup. C'est le Breaking Bad de la cuisine. Même s'ils cuisinent dans Breaking Bad, c'est pas pareil. C'est de la cuisine dans Breaking Bad, en effet. Mais ouais, pour le coup, c'est une très bonne série et les rythmes sont différents. De chaque épisode, t'as des épisodes où je l'ai dit il y a 2 semaines, hein, mais je me répète, mais il y a des épisodes où ça part dans tous les sens. Il y a des épisodes où tu retiens ton souffle, t'es asphyxié par tout ce qui se passe, et t'as des épisodes beaucoup plus chill où là tu respires et t'as le passé d'un personnage par exemple. C'est con, mais t'as une dizaine de personnages et dans cette saison il y a eu 1 ou 2 épisodes où il parle exclusivement d'un personnage et qui raconte sa vie, pourquoi il en est arrivé là, comment c'est arrivé. Seul petit bémol, c'est que la saison 3 finit sur un to be continued. Ah. J'avais pas vu ça depuis Squid Game saison 2. Ouais, pour le coup, ouais. Effectivement, ouais, mais Squid Game saison 2, t'as vu, ils ont annoncé oui, ils l'ont annoncé là c'est vrai, aujourd'hui hier ou avant-hier, c'est vrai, on l'avait pas mis dans les news, mais ça arrive en juin. Oui, effectivement, ça arrive en juin, voilà. Donc il faudra pas attendre aussi longtemps que ça. Exactement, c'est ouais. bien. Mais bref, ça finit sur la to be continued. Là, il y a 1 an d'attente parce que apparemment la prochaine saison normalement devrait sortir en juin. Et la dernière a fini en juin. Donc on verra. C'est toujours sur Disney+, et c'est toujours aussi bien. Malgré le fait que ça finisse sur un to be continued, ça reste super cool. C'est juste qu'on sent que peut-être les 2 derniers épisodes, ils ont un peu rallongé les histoires, les péripéties, pour pouvoir finir sur ce to be continued. Il y a un événement que t'attends, et en fait, il arrive en fin de saison, et il est même pas fini. Bah, c'est un peu... C'est pas grave parce que moi je l'ai vu avec 6 mois de retard, donc tant mieux. Oui, t'auras moins à attendre. Voilà, il y aura moins à attendre et j'espère vraiment que ça sort en juin aussi. On verra parce qu'il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. Mais The Bear, si vous avez Disney+, c'est top. Des fois c'est drôle, des fois c'est rageant, des fois ça fait passer par plein d'émotions. Des fois c'est triste, t'as des destins tragiques, il y a eu un épisode en huis clos cette saison. C'était cool. Franchement, c'était sympa. À toi, qui va nous parler d'une série. Et okay. Alors, tu ne m'as pas dit de quoi t'allais parler. Du tout. Alors, je vais faire appel à ta mémoire. Je sais pas si tu te souviens, la dernière fois qu'on a enregistré. Oui. Quand je suis rentré, je t'ai envoyé un message. J'ai dit, merde, t'as vu qui est mort? David Lynch. Ah, et t'as regardé... Et j'ai regardé Twin Peaks, du coup. Ah, ok. Je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai le coffret en Blu-ray. Coffret qui ne contient pas, malheureusement, le film Firewalk With Me. Okay. Donc, heureusement, il est disponible actuellement sur France TV, je crois. L'application qui est gratuite en plus, hein, vu qu'il a dû passer à la télé il y a pas longtemps. Alors, il est disponible jusqu'en mars, il me semble. Donc, j'en ai profité pour le regarder également. Donc oui, je me suis dit, David Lynch est mort. Je dis, j'ai jamais vu Twin Peaks. Moi non plus, et j'arrête pas de me dire, faut que je vois Twin Peaks. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais. J'avais déjà vu la saison 1 et un tout petit bout de la saison 2. Et j'avais un peu décroché pour X ou de raisons, parce que c'était une paire d'années en arrière quand même. Et je me suis dit, allez, je vais reprendre depuis le début, tant pis, parce qu'en plus la saison 1 fait que 8 épisodes, même si le pilote fait 1h30 quand même. Okay. Et je me suis rematé ça. Et fort heureusement, je l'ai fait, parce qu'en plus, j'ai encore d'autant plus apprécié la saison 1 et cette saison 2 en ayant vu déjà un petit aperçu. Parce que, il faut l'avouer, c'est très chelou comme série. Ouais, ça a l'air. Hein. C'est du David Lynch. Après, je suis pas un grand connaisseur de David Lynch. Hein. J'ai vu seulement 2 films de lui, Mulholland Drive et Lost Highway. Et Dune aussi, mais Dune c'est un peu comme un film de commande. C'est un film de commande et même lui n'en était pas satisfait du tout, alors que moi quand j'étais jeune, je l'aimais plutôt bien quand même. Et je me suis enchaîné la saison 1 et la saison 2 de Twin Peaks, pas la saison 3, ça sera pour une prochaine fois. Qui est plus récente, il me semble. Alors oui, elle est de 2017, la saison 3. Mm-hmm. Et petit point rigolo, la saison 2 finit avec un personnage qui dit rendez-vous dans 25 ans à Dale Cooper, le personnage principal de Twin Peaks, qui est joué par Kyle MacLachlan. Et effectivement, la saison 3 est sortie 25 ans après. Ce qui est drôle, alors je pense qu'il va y avoir un truc là-dessus.
Et saison 3 qui est d'ailleurs la dernière chose qu'a fait David Lynch avant sa mort. Et apparemment les critiques disent que quel chef-d'œuvre. Okay. Donc j'ai hâte de regarder la saison 3, effectivement. Parce que bon, je vais y revenir. Et saison 1 et surtout saison 2, tout n'est pas rose. Ah bah ça. Mais voilà, alors Twin Peaks, pour faire bref, c'est une série très 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 connue et réputée dans le milieu des séries, notamment parce que elle a grâce à elle, elle a amené toutes les séries actuelles que nous connaissons, le format actuel on va dire. Parce que je sais pas si tu sais, mais dans les années 80 et avant, les séries étaient souvent, pas toujours, attention, mais souvent des one-shot en fait. Chaque épisode racontait une histoire. D'accord, oui. Okay. Et il y avait pas peut-être des fois un petit fil rouge, mais c'était tu vois les MacGyver, Oui, c'est vrai. Oui. Les choses comme ça, c'était des petites histoires indépendantes. Et Twin Peaks a introduit ce concept de longue histoire où tu suis plein de personnages, des galeries de personnages au lieu de un ou deux qui revenaient sans arrêt, et où l'épisode, où à chaque fois ça se réinitialisait presque à chaque épisode. Ouais, c'est ça. Et donc elle a amené à toutes les séries que nous connaissons actuellement, et qui s'en est suivi les X-Files, parce qu'il y a des similitudes avec X-Files, je trouve, qui est sorti peu de temps après, en fait, au final, dont d'ailleurs une apparition de David Duchovny, qui est très drôle. Twin Peaks, ça raconte quoi? Ça raconte la petite ville de Twin Peaks, qui est en bordure en frontière entre le Canada et les États-Unis, dans laquelle il vient d'y avoir un meurtre. On découvre le corps de Laura Palmer, une lycéenne qui est réputée dans toute la ville, qui est appréciée de tout le monde, qui est découverte dans un sac plastique au bord de l'eau, et ça ébranle toute la communauté. Et va arriver l'agent Dale Cooper, donc joué par Kyle MacLachlan, qui arrive parce qu'il a eu un cas similaire de mort un an auparavant, donc il vient enquêter. Et ce personnage est tout simplement fabuleux. C'est un des meilleurs personnages de série que j'ai vu. Il est un peu candide, il apprécie tout. Le grand héros, mais qu'est-ce que c'est pain et tout. Il adore le café, les tartes à chaque fois. Ah oui, je veux bien du café, des tartes. Il les apprécie. C'est trop bon. Le café, je l'adore chaud et tout. Il est totalement excentrique, candide, parce que je te dis, mais ça c'était quoi? C'était quoi cette espèce d'écureuil que j'ai vu là et tout? D'accord, ouais, ok. Et donc il fait équipe avec le shérif de la ville, le shérif Harry Truman, pour démêler cette histoire, mais en même temps, tu suis le quotidien de toutes les personnes de la ville qui sont bouleversées justement par ce meurtre, d'autres un peu moins, parce qu'effectivement, il y en a qui l'aimaient pas, il y en a qui... Comment tu dis, whodunit it? Oui. C'est vraiment ça, tu vas chercher à savoir qui est le coupable, et la galerie de personnages est fantastique. Vraiment, t'as de tout, t'as des personnages du plus simple qui ont tous une histoire, vraiment une histoire propre, avec ses malheurs et ses amours et ses emmerdes, et à des personnages vraiment totalement ouf, comme l'adjoint du shérif. L'adjoint, il s'appelle Andy, c'est un simplet émotif. Il échoue. C'est l'adjoint qui est simple, il est émotif quand il y a un corps, il pleure. Alors les autres ils s'arrêtent, t'es quand même l'adjoint, tu vois. Mais c'est drôle Twin Peaks ou Alors oui, c'est à la fois très drôle, mais c'est dommage parce que je voulais rebondir sur il y avait l'adjoint Andy, mais t'as aussi la femme au tronc, enfin à la bûche, excuse-moi. Donc c'est une femme, elle se balade toujours avec une bûche, et la bûche elle lui dit des choses en fait. D'accord. C'est la Schwarzenegger de Commando, mais ah, tu vois, on revient dessus. On revient sur la bûche. Et donc, oui, c'est drôle. C'est à la fois mystérieux. Il y a des passages assez flippants, mais c'est aussi très drôle. Il y a les situations incongrues qu'il y a dedans. D'accord. Tu t'esclaves des fois, tu te dis non mais sérieux quoi. Ah mais moi j'imaginais ça comme un truc ultra sérieux, genre un peu comme Sharp Objects, j'en ai parlé il y a 2 semaines, tu vois. Donc c'est à peu près la même histoire. C'est une nana qui retourne dans une ville où tout le monde est connu, tout le monde se connaît, machin. Il y a un meurtre et tu veux le résoudre. Sauf que Sharp Objects c'est ultra sombre. Il y a pas de truc drôle. J'ai pas rigolé une seule fois. Que là c'est sombre, mais en même temps c'est ponctué de moments quasiment hilarant, mais ne serait-ce que avec cet agent Dale Cooper qui est un peu déconnecté de ça, et c'est en même temps très drôle parce que c'est tourné un peu comme un soap opéra. C'est la vache, ok. Des fois t'as l'impression de regarder un épisode des Feux de l'amour, mais dans l'étrangeté.
Et faut vraiment que je regarde cette série. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Oui, t'as le côté uncanny, quoi. Il y a une étrangeté permanente. D'accord. Même dans le jeu des personnages, c'est dur à expliquer en fait. Tellement les personnages, des fois, t'as l'impression qu'ils surjouent, ils font des mimiques. Mais en fait, c'est ce qui m'avait déstabilisé à ma première vue. Mais en fait, en regardant de nouveau, que j'ai beaucoup plus apprécié. Alors, je pense que c'est une série qui s'apprécie en la regardant une seconde fois. Vraiment. Okay, d'accord. Parce que quand j'avais regardé la première fois la saison 1, j'étais là, les yeux grands ouverts, en me disant mais qu'est-ce que je regarde, c'est bizarre et tout, mais pourquoi ils jouent comme ça? Mais en fait, une fois que t'as compris peut-être la note d'intention et que c'est fait exprès, je sais pas si ça c'est fait exprès aussi loin que comme un rêve, parce que c'est ça, hein, David Lynch, c'est souvent comme si c'était un rêve que tu regardais. C'est pour ça qu'il explique pas tout le temps. Tu comprends pas tout à son film, mais que tu l'apprécies quand même. C'est parce que t'as l'impression de regarder une sorte de rêve éveillé comme ça. Et la série Twin Peaks, c'est ça. Des fois, tu as l'impression que c'est un grand rêve, le truc. Alors, il y aura pas, enfin, à ma connaissance, j'ai pas vu la saison 3, mais il y a pas de truc d'explication comme quoi c'est un rêve, il y a rien qui s'est passé. Pas du tout, hein. Mais, t'as vraiment un rapport au rêve et à la réalité déformée qui est présente dans toute sa filmographie et dans Twin Peaks, aussi, quoi. Et donc, le jeu des personnages participe à ça, j'ai l'impression, parce que ils ont vraiment une façon de jouer qui est bizarre. Okay. Tu te dis, mais en vrai, tu ferais pas comme ça, quoi. Mais je pense que c'est ce qui fait le charme du truc. C'est un mélange de soap opéra. Je suis vraiment chelou, quoi. Ouais, ok. Et pas dire rentrer dans les détails, non, parce moi, que ça serait vraiment du moi, spoil. Pas, ouais. Déjà là, tu m'en as dit beaucoup, je m'attendais pas à ça, tu vois. Ouais, mais peut-être que ça va te donner encore plus envie de le regarder. Ça va donner encore plus envie de le regarder. Non, mais je vais regarder ça incessamment sous peu aussi, je pense. Alors la série est moins sombre, ça me permet de rebondir, est moins sombre que le film. D'accord. Parce que oui, et ça je l'avais déjà entendu et je le conseille à tout le monde. Le film, c'est une préquelle. Ouais, mais ne le regardez pas avant, surtout pas. Mais oui, c'est ça. Vous ne comprendrez rien du tout. Moi, je regarde toujours les trucs qui sont dans l'ordre de sortie. Mais vraiment, si tu regardes la préquelle avant, tu vas capter que dalle. Et au contraire, ça serait dommage parce que tu vas connaître dans préquelle, tu connais l'agresseur. D'accord. Tu sais qui c'est. Ouais, d'accord. Ok. Tu le comprends tout de de sais pourquoi. Je dis pas plus. Ah, je dis pas ça, plus. tu le comprends dans la série. Okay. Non, il faut regarder la saison 1 et la saison 2. Oui, okay. Donc c'est 30 épisodes. En sachant que le pilote et le premier épisode de la saison 2 font 1h30. C'est un double épisode, quoi, en fait. Et regardez ensuite donc le film Firewalk With Me qui dure environ 2 heures et qui lui était sorti en 92. Oui, parce que j'ai pas dit la saison 1 et 2 sont sortis entre 90 et 91. Bah, t'as dit 25 ans avant 2017. Ouais, c'était très rapproché. Okay. Et le Firewalk With Me en 92. Alors le film est beaucoup plus sombre que la série. Ok, d'accord. Alors là, par contre, il y a pas de comique du tout dedans. Ça relate juste disons le premier meurtre. D'accord. D'un an avant. Et après, ça rebondit sur les 7 derniers jours de Laura Palmer. J'allais dire, ouais, ça doit finir sur ouais, d'accord. Et ce qui s'est passé avant. Est-ce que c'est la même actrice que dans le sac? Je veux dire, ou bien dans la série, il y a des flashbacks, je suppose, ou des trucs comme ça, ou pas? Dans la série, non, il y a pas de... Mais c'est la même actrice. C'est la même actrice, elle joue, Laura Palmer dans la série, elle joue la morte dans la série. Voilà, c'est ça. Si, c'est pas des flashbacks, tu vois des séquences vidéo, ils se voient en vidéo, des trucs comme ça. Ok. Elle joue aussi un autre personnage dont je divulgue pas du tout. Ouais. Tu vas trop loin. Et elle joue son propre rôle dans le film également. Et c'est dommage de pas pouvoir en parler plus que tu ne l'aies pas vu, mais bon, on se gardera ça peut-être pour un autre jour. Entre nous surtout parce que j'ai pas envie d'en parler. Enfin voilà, je pense que c'est une série à découvrir. Elle est tellement culte. Je comprends pourquoi. Alors le bémol que j'avais dit pour la saison 2, c'est qu'il y a un ventre mou de fou. À partir vers l'épisode 10, il y a une paire d'épisodes, tu sens que il y a une retombée. Ça redescend un peu, d'accord. La faute au producteur. Encore une fois, ils ont foutu leur nez dedans. En fait, ils ont voulu qu'il divulgue plus vite l'assassin qui c'était. Donc il arrive avant la moitié de la saison 2 et après ça ça baisse un petit peu en intensité pendant quelques épisodes. En ajoutant quand même, je dirais pas non plus qu'ils sont inintéressants parce que il y a quand même des aspects mythologiques, il y a quand même des petites bribes de trucs intéressants, mais t'as un ou deux épisodes, ils sont imbitables. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a un ou deux épisodes, je crois, je regardais un peu le téléphone en même temps pour regarder, mais pourquoi ce fiasco? Et en fait, c'est parce que
suite à la demande de divulgacher qui était l'assassin en fait, David Lynch il s'est un peu désintéressé du truc et lui il est parti faire autre chose. Il a fait un autre projet en attendant et devant le fiasco un peu ça a commencé à diminuer en audimat et tout. Et il est revenu pour conclure la saison 2 et tu vois tout de suite que ça remonte okay. À la fin et quelle fin. C'est quelle fin, mais à voir maintenant pour la saison 3 comment ça ils sont sortis, mais ouais, le truc de on se revoit dans 25 ans, j'ai tiqué, je dis mais j'ai regardé, mais je dis putain oui, il a sorti la saison 3 25 ans après, mais c'est trop fort quoi. Ah, bah oui, il est revenu dessus ouais. Je veux voir où ça va mener tout ça. Mais je conseille grandement, il faut être tolérant, je pense, sur l'année de sortie de la série. C'est tout, le format et tout. Et on trouve ça où? Toi, tu l'as en Blu-ray, mais alors c'est disponible sur Paramount+. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est disponible quelque part et le film est disponible sur France TV. France TV's. Oh oui. Ok, c'est tout bon alors pour Oui, je reviendrai pour la saison 3 sans doute d'ici quelques temps. À moi, je vais parler de livres, une fois n'est pas coutume non plus, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent. Alors c'est pas des livres, c'est pas des romans, c'est des mangas. Et encore, manga c'est pas le bon nom, c'est plus manhwa. Parce que c'est une BD, en gros, mais coréenne. Qui s'appelle Solo Leveling. Ah oui. Est-ce que tu en as entendu parler? J'ai déjà entendu parler. Je pense que tu en as entendu parler. Oui, le nom c'est ultra connu. J'ai reçu ça à Noël. Et j'ai commencé à lire et je n'arrive pas à m'en décrocher. C'est super intéressant. L'histoire est trop cool. Ça raconte l'histoire de Sung Jin-woo qui est un chasseur. Donc dans ses contemporains, ça se passe à notre époque en Corée. Et il s'est passé dans le monde il y a quelques années avant l'histoire de Sung Jin-woo, il s'est passé un événement planétaire où des portails se sont ouverts. Et des gens ont connu l'éveil. L'éveil, c'est quoi? Ils sont devenus plus forts. Et ils ont eu tous, donc pas tout le monde, pas tous les gens, mais une certaine partie de la population ont connu l'éveil et sont devenus plus forts et ont un rang, en fait. Donc et ils sont devenus chasseurs. Et ils ont un rang, de rang A, B, C, D, E et S aussi. Donc le meilleur rang, c'est S. Et les portails qui s'ouvrent, dedans, il y a des monstres à tuer. Et on envoie dedans des chasseurs. Parce que il y a des loots sur les monstres, il y a des choses à récupérer, des choses qui ne sont pas sur Terre, qui existent que là-bas et qui se revendent à prix d'or sur Terre en fait. Et donc Sung Jin-woo est un chasseur de rang E, parce que tu peux, selon la force du chasseur, savoir... tu peux calculer la force d'un chasseur. Selon l'éveil qu'il a eu. Ils ont des trucs, des procédés spéciaux, des machines qui calculent. Un scooter, comme dans Dragon Ball. Limite, ils ont limite un scooter comme dans Dragon Ball, ouais. Et ils savent de quel rang tu es. Et, fait intéressant, c'est que, ils te le disent au tout début, un chasseur d'un certain rang ne peut pas être plus fort. C'est pas parce que t'es chasseur de rang E que tu pourras devenir chasseur de rang D, parce que tu te seras entraîné, que t'auras fait des donjons, machin. Pas possible. T'es rang E, c'est comme ça. Tu peux pas t'améliorer. Tu peux, ou comme un humain, tu vois, toi, tu peux être un peu plus fort dans un truc, mais c'est pas non plus, voilà. Sachant que, donc, Sung Jin-woo, il est représenté comme le pire chasseur de rang E. Donc c'est limite un humain. Limite. Il le dit, il dit je suis plus fort qu'un humain, voilà, parce qu'il est chasseur, il a connu l'éveil, mais pas beaucoup plus, quoi. Et il peut pas faire des donjons de rang B, par exemple. Il va crever tout de suite. D'ailleurs, c'est un des seuls mecs, ils rigolent, c'est un des seuls mecs qui ressort blessé d'un donjon au rang E. Sauf que, évidemment, c'est pas le héros pour rien. Ah oui, voilà. Et si tu regardes bien, dans le titre, ça s'appelle Solo Leveling. Donc, il va se passer quelque chose, un événement qui fait que Sung Jin-woo peut évoluer et devenir, lui, plus fort. Et c'est trop bien parce que, en tant que joueur, on est des joueurs, ça reprend tous les codes des jeux vidéo et des RPG. Beaucoup. Ça reprend beaucoup de codes des RPG. Il peut looter des objets sur des ennemis qui vont le rendre plus fort pendant un certain temps, qui vont lui rendre tant de % de capacité en plus et qui vont lui enlever tant. Et tout un tas de trucs comme ça. Et là j'en suis, alors il y a 17 tomes, j'en suis que au tome 4 et je lis ça mais avec plaisir.
moi qui suis pas un grand lecteur, j'aime pas, je c'est pas mon truc, mais là je prends du temps pour lire et pour dévorer cette saga, et j'ai qu'une hâte maintenant, c'est parce que j'en ai que 4, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller chez mon libraire et pas chez Cultura non, chez mon petit libraire du coin et lui acheter la suite, quoi. Donc c'est super intéressant. Et l'histoire est bien, les dessins sont cool, c'est en couleur en plus, c'est pas comme un manga, donc tout est en couleur. Ça se lit de gauche à droite. Ok. Ça se lit comme une BD en fait. Ok. Hein. C'est un peu plus grand qu'un manga, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus large, c'est un bon format et c'est bien. Les dessins sont cool, ça hésite pas à montrer des trucs un peu sanglants, tu vois, non, c'est super bien. D'accord. Je conseille vivement. Après, je pense que pas mal de gens ont lu ça a vraiment cartonné. T'en as entendu parler de toute façon. Oui. Non, c'est ce que je dis. Le nom est connu. Hein. Le nom est connu. Et j'ai hâte de savoir la suite. J'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qui se passe après, parce que il arrive vraiment des trucs de jeux vidéo, et évidemment, il peut lever les tout seul. Donc les gens commencent à s'intéresser à lui aussi, parce qu'ils savaient tous que c'était le pire des pires. Donc t'as toute une histoire comme ça. Enfin, non, c'est bien. Et c'est même un peu sombre dans certaines choses qui se passent, donc je conseille. Et aussi, il y a un animé qui est sorti sur ça. J'ai regardé que le premier épisode pour l'instant. C'est assez fidèle, donc moi je vais continuer à lire. Je sais pas si je vais regarder l'animé. C'est pas dans mes priorités. Je préfère regarder Twin Peaks. Ouais, ah oui. Donc voilà, c'est fini pour moi. Il te reste une dernière chose. Une petite reco, oui, vite fait quand même. Une petite reco, oui. Oui, parce que j'ai regardé la dernière vidéo de Feldup, qui s'intitule « Le monde perturbant des jeux de Kanoguchi ». C'est son Findings numéro 106, déjà. D'accord. Donc c'est un YouTuber. Hein. Oui, c'est un YouTuber. Hein, j'en avais déjà parlé. T'en as déjà parlé, ouais. Oui, effectivement. Pour l'épisode d'Halloween. Ouais, en effet. Et là, bah, c'est un petit épisode conséquent d'1h46 quand même qu'il nous a fait. D'accord. Où il se penche sur les jeux d'un petit dev indé solitaire, qui est en solo donc, qui est japonais et qui fait des petits jeux disponibles gratuitement sur PC. Mais effectivement, on connaît Feldup et son amour pour les trucs un peu bizarroïdes, et ouais, ce sont tous des jeux étranges, vraiment, et qui sont même parfois malaisants et perturbants. Et tout des petites expériences, et en fait il va parler de tous ces petits jeux là, et je vous conseille de regarder la vidéo et d'écouter, de la regarder surtout avec un casque, parce que des extraits, les ambiances sonores sont assez, même moi je me sentais pas bien par moment et tout, rien. Pourtant, c'est minimaliste, hein, le gars est tout seul, fait des jeux minimalistes, souvent en 2D, même quand c'est de la 3D, c'est de la 3D toute simple, mais avec des caractéristiques qui reviennent dans tous ces jeux. Il fait pas que des jeux d'ailleurs, il y a même des petits programmes, des trucs comme ça, qui sont qui reviennent dedans et qui instaurent un climat un peu malaisant comme ça, et qui veulent dire quelque chose. Car en fait ça soulève un petit peu les problèmes mentaux de ce Kanoguchi qui est schizophrène. Okay. Et ça se ressent dans ces jeux, et mais le gars a quand même un talent, de développeur, un talent de développeur, ce qu'il fait apparemment. Il fait aussi des dessins, il fait un peu de tout, des sons et tout. Et c'est un artiste tout simplement. Et la vidéo m'a happé, et les jeux sont disponibles gratuitement sur PC, donc regardez la vidéo de Feldup, ça suffira grandement, je pense. Après, si vous aimez les trucs un peu trop perturbants et tout, après c'est pas non plus genre Junji Ito, non, c'est pas graphique comme ça, c'est vraiment plus minimaliste, mais il instaure une ambiance sonore et graphique qui se marie bien, et qui montre un univers à lui, en fait, tout simplement. Et encore une bonne vidéo de Feldup, franchement. 1h46 qui passe comme ça. Oh bah nickel. Donc c'est tout, voilà, c'était la petite recommandation finale. Ok, c'est parfait. Ok, je pense qu'on a fini pour cet épisode. Oui. Donc on se revoit dans 2 semaines. Entre-temps, n'hésitez pas à venir nous parler, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, et là c'est le plus important, n'hésitez pas à vous hydrater.
C'est vraiment le plus important. Même avant le commentaire, la notation et tout. Voilà, presque. Vous buvez un petit coup de l'eau, hein. Buvez pas le coca, surtout qu'il y a des lots qui ont été rappelés. Oui, c'est vrai. Regardez, vrai. alors, aussi important. On aurait pu le dire dans les news, hein. Attention, l'eau de coca rappelé. Regardez les coca que vous avez dans votre frigo, ça aussi c'est le plus important. Regardez le lot. On devrait faire les news utiles, c'est comme ça. Attention, à l'eau qui est rappelée. Attention à la bactérie qui est dans tel truc. L'UFC que choisir de l'écran splitté. UFC splitté. Non, voilà, donc hydratez-vous et nous on se voit dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao ciao. C'est aussi moi. Je compterai vraiment 5 secondes, tu le sais, ça. Ouais, je le sais, bah, évidemment, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Voilà. Faut que ce soit... D'ailleurs, je compterai vraiment 5 secondes, je le mettrai au tout début des bonus, et après... Allez, ciao tout le monde. Ciao. Amusez-vous. Et buvez de l'eau. Ah oui, tout plein. Donc je te propose tout de suite Nous voilà de retour après ce petit jingle. Putain, je fais tout le temps la même voix, tout le temps pareil. Hein. Oui, ça peut être un copier-coller. Oui, mais c'est vrai que tu pourrais copier. Ça, je te jure. Non, je reprends le truc. Il va se faire des fichiers audio avec tous les trucs et tout. Et puis il les reprend. Je vais juste garder le... Nous revoilà après ce petit jingle. Je suis obligé de le dire. Ah, demandez-moi-le. Les gens vont m'arrêter dans la rue. Est-ce que vous pouvez faire le nous revoilà après ce petit jingle? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Écran Splitté. Et moi, pas mal, et toi? Ok, bon, allez. Nous revoilà après ce petit lien. On a nos bonus. C'est bon. Et c'est triste que tu... Enfin... Oh putain, merde. Donc tiens, je vais regarder ça. Attention. Oh putain, faut que je buve. Faut que je buve. Faut que je buve. Buve. Putain, j'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à m'en dépêtrer. On était super bien le chat. Merci du fond du cœur. Ah, donc si vous voulez voir si vous voulez voir Julianne Moore à alors attends, regarde, juste un truc, désolé, je te coupe, mais plus rien à voir. Vas-y. Clap de fin pour les éditions et collecteurs de Clair Obscur Expédition 33 pour la France. Et c'est sorti là il y a 15 minutes. Il n'y aura donc que les éditions standards en France si vous n'avez pas encore préco. Le studio français n'y est bien évidemment pour rien, force à vous, mais il faudra sérieusement se pencher sur la question de la distribution physique à l'avenir. Allez, on espère que le jeu fera un carton et qu'il a... Le problème, c'est que moi, j'ai vu plein de commentaires qui disaient, ouais, si le collector, il sort pas, bah, j'achète même pas le jeu parce que je vais pas soutenir une démarche comme ça, alors que le jeu est français. Il y a des gens, déjà, qui sont pas contents, ouais. Soundfall, ils ont écrit. Hein. La décision n'est ni entre nos mains, ni entre celles de notre publisher. En tant que nouveau studio travaillant sur un premier jeu, mettre en vente une version physique avec des éditions collector est un énorme défi. Nous regrettons que nos partenaires n'aient pas proposé d'édition Lumière en France, ne serait comme reconnaissant d'avoir pu obtenir la version physique. Nous comprenons votre frustration et leur partageons. Putain. Tu te rends compte? Les partenaires sortent, ils ont décidé, c'est eux qui ont décidé de pas sortir le jeu en France. Ils sont cons des fois. Truc de fou. Donc désolé, on va recommencer sur le terminal. Ouais, donc parce que du coup j'ai lu ça. On en était où? Oui, moi je dis juste voilà. Hein. Et donc de quoi ça parle le terminal? Donc et nous allons donc parler de quand on bosse de pardon. Et nous allons donc parler de pardon. Nous revoilà. Après ce petit jingle. Youhou. Allez. Est-ce que tu t'occupes de ta famille? 1h22, on a encore 40 minutes je pense. Il sera 22h plus le film, minuit tu pars, c'est parfait. Alors, à toi, tu vas nous parler à moi. Est-ce que j'avais dit, il me semble que c'était à toi ouais. encore. Je regardais le numéro 3, je le cherchais, je trouvais pas, et en fait non, c'est moi.
encore un mois, et je vais vous parler d'une saison 3 de David Duchovny de Silent Hill. Oui, lui-même. Lui-même, ah, d'accord. Lui-même, ouais, et du remake, et ça... qu'on a fini pour cet épisode. Oui. Ciao tout le monde. Hydratez-vous. Voilà. 2 semaines pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. On s'attendait à ce que je dise quelque chose après ciao tout le monde, mais je ne l'ai pas dit. Ouais, j'ai une petite, je savais pas, et du coup, je savais pas quoi dire, donc je vais laisser ça en bonus pour dire aux gens qui sont dit, tiens, son ciao tout le monde, il était chelou. Oui, il était chelou, mon ciao tout le monde. Donc, oui, j'ai oublié de dire hein, pour les écrans splittés que choisir là, c'est ça que j'ai pas dit dans Twin Peaks. Attention parce qu'il y a un épisode en particulier si t'es épileptique, tu tombes. Je pense. Ah d'accord, ok. Ouais. C'est comme l'épisode des Simpsons là où ils regardent un truc et tout le monde tombe par terre. Je crois. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Il y a un épisode, je sais plus, je crois que c'est juste dans une intro et en gros les gosses ils regardent un truc à la télé, ça commence à faire un truc genre tu sais plein de flash et tout, donc ils tombent devant, ils deviennent enfin tu sais ils font une. Si ça me dit quelque chose en fait. Et après t'as Homer qui rentre à peine, il regarde la télé, boum il tombe par terre et après t'as Marge à peine elle regarde la télé, boum elle tombe par terre. Ils sont tous en train de faire des convulsions par terre. C'est nappe parce que c'est instantané, tu vois, c'est genre Marge elle regarde le truc, bam elle tombe par terre, tu sais. Voilà. Ok, bon bah on a un petit truc pour la fin, voilà. Pour ceux qui nous écoutent jusque là, merci d'ailleurs, voilà. C'est vrai et on rebondit. Jamais merci à ceux qui nous écoutent jusque là parce que dans 5 secondes vous aurez le merde. Merde putain, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, c'est aussi moi qui t'ai perdu, voilà, c'est perdu, c'est aussi moi donc qui comme je disais, parce que dans 5 secondes vous aurez le perdu, c'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième.